Eh bien ça y est, nous commençons la préparation sur l'Indian Sport Chief. C'est le modèle sport de chez Indian, ni plus ni moins. Je vais vous montrer ça en détail, on va faire un petit peu le tour, je vais vous en parler rapidement, parce qu'on en a déjà parlé en détail à la concession Indian à Lyon. Donc voilà la bête, un peu plus de 300 kg, ça commence déjà à peser. Et bah déjà c'est en partie par rapport à son moteur. Regardez-moi ce moteur comme il est dingue, c'est une vraie cathédrale, c'est magnifique. Pour moi c'est le plus beau moteur qui existe sur des motos de série aujourd'hui, c'est vraiment super beau. On a des caches culbus qui ont une forme assez géniale en fait, d'avoir cette forme là au-dessus, je trouve ça super beau, ça donne une harmonie avec ces belles ailettes qui sont brossées, moteur noir brillant. On a bon, le petit rappel de l'Indien ici, je trouve ça sympa aussi, même si normalement il y a peut-être des chances que ça dégage, on mette autre chose ici, mais bon, on verra encore, c'est pas acté au moment où je tourne cette vidéo. L'échappement super sympa, on est sur un 2 en 2, contrairement à l'Indian Scoot où on était sur un 2 en 1 avec un énorme silencieux à l'arrière, et bien là on a deux silencieux, et on a une sonorité qui est vraiment sympa déjà d'origine, quand on met le mode sport, parce qu'il y a un mode sport dessus, hein, ça s'appelle la Sport Chief, donc elle a le mode sport. Et ben là, déjà on déchaîne tous les chevaux qu'il y a à l'intérieur de ce moulin et c'est presque inconduisible, sincèrement. Je suis retourné même en mode touring, tellement c'était dur à conduire. Ça en était presque dangereux, donc le mode sport, tu le mets que quand tu es en ligne droite et que tu veux faire le con. Mais dès qu'il y a de la courbe et tout, en fait, l'accélérateur est tellement réactif que j'ai encore jamais ressenti ça sur une bécane. C'est qu'on a plus de 170 Nm de couple ici, donc dès que tu fous les gaz même en cinquième, ça part à fond de balle, c'est un truc de fou. Pour parler du reste, déjà je vais tout démonter là, je vais démonter une grosse partie de la moto là, début de cette vidéo. Regardez-moi ça, le primaire comme il est énorme ici. Je trouve ça super beau avec ce gros logo Indian Motorcycle. Donc ça dépasse bien de chaque côté de la bécane, contrairement à l'Indian Scoot. On n'est vraiment pas du tout sur la même que celle qu'on avait fait précédemment d'Indian, de la Bobber. Là on est vraiment sur une bécane qui est plus musclée, qui est plus grosse, qui est plus lourde. Mais déjà le poids tu le sens pas, les 300 kg je les sens absolument pas. C'est vraiment ce qui m'a étonné. Je me suis dit bon 300 kg ça va être dur à emmener. Mais il y a tellement de couple, le moteur on est sur un 1900, c'est énorme. Donc là, ça a vraiment rien à voir, on est dans un autre monde. Fourche avant inversée, ce qui est sympa, ce qui donne ce look un petit peu plus sportif, avec cette grosse jante avant en 19 pouces. Contrairement à la Bobber, on était sur du 16 pouces avant-arrière. Là, on est sur du 19, et cette bulle à l'avant. Donc ça, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, j'aime parce qu'on a un look qui est vraiment différent de ce qu'on peut voir habituellement, et c'est surtout que c'est très efficace quand on roule. Vous n'avez pas le vent dans la tronche. Là, j'ai fait un peu plus de 70 km pour rentrer avec, tout en national, avec des pointes à 160. Et ben sincèrement, tu sens absolument rien derrière. Et ça, c'est vraiment sympa. Tu sens rien sur les épaules, tu sens rien sur la tête. Et ça, c'est cool. Donc, on est sur une bulle de taille intermédiaire. Si je me sens, je vais couper la bulle pour la rétrécir un petit peu. Enfin, juste le pare-brise. Je vais le rétrécir. J'aimerais bien le rétrécir de moitié, pour lui donner un aspect un petit peu plus bas, un petit peu plus racing, qui peut bien coller dessus. Bon, les clignotants, ça va dégager, forcément, ils sont énormes, c'est pas beau, même s'il y a plus moche. Les amortisseurs, on va pas les changer, parce que là, on est sur des amortisseurs à gaz, à bonbonne séparés de chez Fox, et sincèrement, pareil, le jour et la nuit par rapport à l'Indian Scoot, il y a du débattement, j'ai pris vraiment des routes pourries, j'ai pas trouvé ça dégueulasse. Bon, déjà, la selle, elle y est pour beaucoup, parce qu'on est sur une bonne selle qui a un bon confort. Là, on va faire une selle sur mesure, mais on va pas toucher à la garniture, la mousse, parce que on a un super confort. Donc vraiment, ce serait con de le changer. Garde-boue assez gros à l'arrière, mais qui va être caché par des valises. En fait, on a les valises qui vont venir de chaque côté. C'est pas des valises en cuir, c'est pas des valises en tissu ou quoi que ce soit. C'est des valises en rigide, en fibre, que je vais installer de chaque côté. Donc c'est les valises qui existent déjà chez Indian pour le modèle RT. Ça, c'est le modèle Sport Chief, mais il y a le modèle Sport Chief RT. Donc la différence, ça va être support de cale-pied, les cale-pieds avancés. Là, on est sur du middle, donc on a une position de conduite qui est un petit peu plus intéressante pour conduire, pour faire des longs trajets. Il y a selle passager et il y a les valises. Donc c'est la différence avec les RT. Donc nous, on n'est pas sur une RT, mais on va plus ou moins donner le look de la RT. Et on n'est pas parti sur la RT parce que la RT n'était pas en stock avant un petit moment. Et vu qu'il nous en fallait une rapidement, on est parti sur ce modèle-là. On garde-boue arrière assez gros, on va supprimer le catadiope, les feux arrière vont dégager par des plus petits aussi. Et une autre différence aussi qui est marrant avec la Scoot, c'est qu'on a la transmission à courroie
qui est à droite, alors que sur la Scout, c'était à gauche. Voilà, petite différence. Et gros disque, gros freinage déjà à l'arrière. Pour du gros freinage à l'arrière, c'est assez rare en temps normal, même sur des motos, sur des grosses bécanes, sur des sportives, etc. On n'est pas sur des freinages aussi gros à l'arrière. Donc là, gros diamètre et gros disque avant, double disque avant, gros diamètre avec énorme étrier Brembo. Là, je peux vous dire que ça freine. C'est très très efficace. Et là, on a le gros filtre à air avec marqué 116 cubic inch pour la taille du moulin. Je vais démonter tout ça, je vais vous faire passer tout ça en timelapse pour le démontage. Les amortisseurs, je pense que je vais les inverser, parce qu'on a une bonbonne, la bonbonne elle est en haut, ça fait trop sportif, je trouve que ça colle pas vraiment avec l'arrière de la brelle. Donc la bonbonne elle va passer vers le bas, je vais juste les inverser, hein, ni plus ni moins. Et puis je vais vous montrer aussi les pièces qu'on a déjà reçues, qu'on avait déjà commandées en avant, pour être sûr de les avoir à temps. Et puis il faut que je passe aussi d'autres commandes. Ah oui, il y a les risers, les pontées que vous voyez là. Donc les pontées sont relativement hauts. Pourquoi en fait on a ce style avec des pontées hauts, avec un guidon haut? Déjà en position de conduite, c'est déjà pas mal. On n'est pas obligé d'aller chercher le guidon, les mains viennent se poser directement dessus, donc on n'est pas fatigué avec des longs trajets. Et il existe plus grand, d'ailleurs en montée directement chez Indian, il existe encore plus grand, le double de cette taille-là. Et en fait c'est le style club style qu'on appelle. Donc pour ceux qui connaissent pas le club style, en fait on est sur un look d'une moto qui est plus haute, une garde au sol plus haute. On a un guidon qui est plus haut, qui peut, comme je vous dis, faire bien le double en hauteur. Donc c'est pas le guidon qui monte, c'est les pontées qui montent, avec un guidon relativement plat, relativement droit. Et grosse roue à l'avant, pour avoir un style un petit peu plus infirmé. En fait c'est ni plus ni moins qu'un style, comme j'aime appeler style sauterelle. C'est des motos qui sont assez hautes, avec une garde au sol qui est très haute. Donc c'est un style qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi j'aime bien, c'est un style qui commence vraiment à arriver en force maintenant, c'est la preuve, hein. Indian sort d'origine une moto avec un style club style, donc c'est qu'il y a de la demande derrière, et moi j'aime bien ce look, ça change un petit peu. On a fait une Indian Scout Bobber qui était très basse, et là eh bien, on a une Indian Chief qui va être un petit peu plus haute, un petit peu plus rehaussée pour du roulage, pour du gros roulage. Voilà, on va pouvoir faire pas mal de bornes. Allez, c'est parti, démontage. Bon bah du coup je me suis arrêté pendant mon démontage pour aller voir notre ami Gaëtan chez Get Celery pour aller faire... Ah non, maintenant je rentre plus avec la bagnole moi, j'ai déjà refaire le cul sur le portail et je la laisse dehors. Comment qu'il dit qu'il va? Ça va et toi mon cher? Bah oui, Ça roule? regarde comme il fait chaud. Non mais là, bonjour. mourir mon pauvre. Dis bonjour. Bonjour. Bah regarde, ça filme, ça filme. un peu moins... Ça fait un peu moins jbab. Bah c'est là, le problème c'est Oh là là, mais regardez-moi ça. Avec tout machin, un bijou chouette. Et beaucoup dans ce goût là, si on suit à peu près si on suit un peu là, ça risque de faire un truc un peu dans cet esprit qui ressemblerait à... Ouais, c'est pas mal. D'acier comme ça. Eh, c'est pas mal hein. Structure partout, c'est bon. Là, c'est une belle... Bah oui, ça fait faire des motos chez Indian. Ah, oh putain, il l'a eu en plein dedans. Il faut pas que je filme ça? Non. Non? Tant pis, je filmerai quand même. C'est pour mes archives personnelles. Là, tu fais ça. J'ai oublié de te dire, mais t'as un beau t-shirt. Ah, merci. Tu fais ça là comme ça. Après, tu fais ça comme ça. Ça, c'est typiquement, c'est sur du panneau de porte par exemple. Pourquoi tu dessines sur ma selle? Parce que je sais pas la mienne. Ah, foutre.
plus, c'est écrit grain. Ah oui, encore un truc qui va être moche. Allez, moi j'y vais. De retour de chez Gaëtan, j'ai déposé la selle là-bas. Je vais continuer le démontage de la moto parce que je m'étais arrêté entre temps. Il m'a dit passe vite, donc je suis passé vite. Voilà où elle en est actuellement. Je vais encore démonter 2-3 accessoires et je vais vous montrer les accessoires qu'on va installer dessus de chez Wonderkid, entre autres. Et voilà, l'ensemble des pièces qui devaient être démontées sont démontées. L'échappement en moins, ça fait quand même un gros morceau qui dégage. Ça fait bien plaisir. Et vous voyez, on avait la grosse patte de fixation ici de silencieux qui pèse quand même 2 kg. Ça fait quand même un sacré morceau. Je l'ai là pour ceux qui veulent le voir. Juste ça, c'est tout en métal. Ça pèse 2 kg. La ligne d'échappement, on doit être aux alentours des 4 kg. Et puis on doit être à, je pense, à 5 kg par silencieux. Donc quoi, on doit être à 10, 12, 17 kg dans ces eaux-là. Donc voilà, là après on a l'ensemble de la bécane. Elle fait quand même relativement vite une fois qu'on a tout retiré. Alors, je sais que vous attendez impatiemment le moment où je vais patiner le réservoir, mais avant toute chose, je vais vous montrer les accessoires que l'on a reçus de chez Wonderkid. Donc Wonderkid, vous l'aviez déjà vu à l'époque du concours de l'Indian Scoot Bobber, puisqu'il fabrique des pièces pour Indian et pour Harley principalement. C'est des Allemands, ils fabriquent des pièces très très haut de gamme, et c'est pour ça qu'on a voulu reconduire ce partenariat avec eux. Ils nous ont fait une nouvelle fois confiance, ils avaient adoré comment on avait présenté leurs produits, même si bon voilà, j'ai dit les plus et les moins de certains produits, je fais pas de langue de bois comme vous le savez, je vous donne 100% de mon avis perso. Et bien là on va sortir les nouvelles pièces qu'il y a pour cette Indian. Alors on a déjà, là c'est les petites pièces, c'est ce qui va aller pour le sélecteur de vitesse et sélecteur de frein. Donc ça, c'est sympa, c'est plus joli que les pièces en caoutchouc. Hein. Je vais vous montrer rapidement avant de les monter. Comme ça, je vous montre le avant-après. Ce qu'on enlève et ce qu'on met. Donc ça, c'est ce qu'on avait. Et ça, c'est ce qu'on vient mettre. Donc là, on était sur une pièce en acier peint époxy noir avec du caoutchouc. Et là, on est sur une pièce en aluminium taillée dans la masse, beaucoup plus légère. Et anodisée en noir, c'est beaucoup plus joli, ça fait beaucoup plus massif. Donc voilà. Là, on vient changer ça directement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Poignée, donc levier d'embrayage et levier de frein. Ça, c'est super sympa puisque, encore une fois, sur des pièces à ce tarif-là, on n'a pas forcément 100% de belles pièces sur les motos. Il faut faire obligé de faire des concessions sur certaines pièces, réutiliser des pièces d'un modèle et d'un autre.
Généralement, les leviers de frein et d'embrayage sont rarement très jolis d'origine. Donc là, c'est de la belle pièce. Encore une fois, aluminium, anodiseur en noir, tout taillé dans la masse, avec une jolie gravure au laser ici du logo Wonderkid. Et c'est réglable en profondeur. Comme ça, vous pouvez venir régler si vous avez des grandes mains ou des petites mains. Le levier de frein et d'embrayage. Donc ça, vous le connaissez, on l'avait déjà. Le bouchon de réservoir en noir pour remplacer le bouchon chromé qui va faire tâche sur cette prépa. Et là, c'est là où on commence les pièces que vous ne connaissez pas. Les clignotants qui vont directement sur la fourche. Donc il y a des platines spécifiques, ça je vais vous montrer comment ça se monte. C'est super beau, c'est super petit, c'est homologué. Plus vu que c'est allemand, eux ils ont le TÜV, donc une homologation un petit peu chiante, enfin, la pire homologation au monde. S'ils ont réussi à homologuer ce type de clignotant, c'est que chez nous il n'y aura absolument aucun problème. Donc c'est super joli, ça va faire super beau contrairement au gros clignotant de base qu'on avait, que je viens de démonter. Et ouais, puis là il y a les pattes de fixation, hop, on met ça de côté, on passe encore aux autres pièces. Là, c'est comme sur l'Indian Scout, on avait supprimé à l'arrière feu et clignotant. Bien là, on est sur du 3 en 1, encore une fois, qui fait feu, donc veilleuse, qui fait stop et qui fait clignotant. C'est un feu 3 en 1, on a les deux, on a la paire, avec la platine en aluminium anodisé pour venir se fixer directement sur le cadre. Et après, quand on vient mettre le garde-boue par-dessus, eh bien on voit quasiment rien. Et encore une fois, homologué, très puissant pour avoir monté ça sur le premier modèle. J'ai été agréablement surpris par la puissance. On est sur de la puissance de Kellerman, de Moto Gadget, donc des produits qui ont largement fait leur preuve aujourd'hui. Et bien là, on a la même chose. Qualité allemande, encore une fois, plug and play, surtout, ça c'est surtout ça qui est super sympa. C'est qu'on a ces fiches, ça vient se brancher, hop, directement en plug and play. On se prend pas la tête. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une fiche, ah bah voilà, c'est les branchements pour les clignotants. Donc ça vient se brancher, hop, sur ça. Donc les petits que je vous ai montré là, ça vient clic dessus. Et après, c'est la grosse fiche comme ça qui vient se plugger dessus. Et on a aussi les feux, le feu de plaque. Parce que là, c'est pareil, on est obligé de changer la plaque parce que je vais vous montrer comment c'est foutu. En fait, quand vous supprimez les feux arrière de cette moto, vous pouvez les enlever. C'est un feu arrière comme ça, il peut venir s'enlever de cette platine. Mais du coup, ça fait un gros trou, ça fait moche, c'est pas beau. Et puis, il n'y a même pas la place pour mettre autre chose. Et le problème, c'est que c'est tout un ensemble. En fait, on a le support de plaque, comme ça, qui est sur pivot aussi. On a le support de plaque qui vient s'enlever avec le feu arrière. Donc, si tu changes ton feu arrière, tu dois changer ton support de plaque. Sauf que, il existe énormément de supports de plaque, hein. Comme chez Access Design, c'est un fabricant qu'on vend sur notre shop, sur frenchmotoshop.com. Et ces supports de plaques-là, on a des centaines de références, quasiment pour toutes les motos au monde. Mais il n'y a pas pour l'Indian Chief, donc la Sport Chief encore moins, et pour la Chief il n'y a pas. C'est incroyable, cette marque ne le fait pas, beaucoup de marques ne le fait pas, aucune marque ne fait de support de plaque pour cette moto. Et quand il y en a, généralement c'est aux alentours des 300-400 balles le support de plaque, donc ça fait très cher. Donc là j'ai trouvé un support de plaque universel pour pas m'embêter à en fabriquer un, et avec l'éclairage de plaque, de fil, masse et le plus, ça va tout seul, c'est super facile. Là, je vais le mettre sur l'axe de fixation de l'amortisseur, sur la fixation basse. Et ça ira très bien. Fixation basse ou fixation haute, j'ai même pas encore regardé sur quoi je le mettais. Mais voilà, pour dire, j'ai été obligé de partir sur ça pour pouvoir installer ça. Mais bon, ça se fait, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai fait le tour des pièces de chez Wonderkid. On va installer tout ça, on va installer les feux arrière, on va installer les clignotants, on va installer les poignées. Le bouchon de réservoir, on ne va pas l'installer tout de suite, ça je le ferai quand j'aurai terminé la bécane. Et les petites goupilles de sélecteur, c'est parti. Allez, on se retrouve sur l'arrière. Je vais commencer déjà par là, ça va être le plus simple. Enfin, le plus simple. Pas forcément le plus simple, mais c'est celui que je voulais faire en priorité. Je vais vous montrer comment on installe ça pour ceux qui veulent installer ça sur leur bécane et qui disent que c'est super compliqué et qu'ils n'y arriveront jamais, etc. Je vais vous montrer à quel point c'est facile de monter ce genre d'équipements qui sont très bien pensés et qui sont vraiment faits pour que n'importe qui puisse monter ça. Alors, on a déjà enlevé, il y avait 2 vis de base, c'est vraiment très simple, hein, vous avez vu dans le timelapse, ça m'a pas pris longtemps à démonter ça. Et cette pièce-là, elle va venir, hop, que je mette ça dans le bon sens. Normalement, elle doit venir ici, hop, non, comme ça peut-être. Ah bah oui, comme ça, parce que quand il y a le garde-boue après qui vient, normalement c'est ça.
je dis pas de conneries. Quand on vient mettre le garde-boue, il faut que ça arrive à fleur. Donc, si on doit arriver à fleur ici, c'est que quand on se branche là, voilà, ça vient comme ça. Donc comme ça, on est vraiment à fleur du garde-boue. Il n'y a rien qui gêne. Si, vu qu'on a un bon débattement sur la roue arrière va pas venir taper dessus. C'est pour ça que ça relève comme ça correctement et que ça redescend pas. Donc ça, c'est top. Alors, hop, il y a une notice, pour une fois, sur ces produits. J'en ai parlé justement avec le fabricant, le patron de la marque, qui m'a dit c'est normal qu'il n'y ait pas de notice sur certaines pièces, puisqu'on peut plus ou moins les mettre où on veut. Donc là, les feux arrière, si je veux pas les mettre là, si je veux les foutre ici, admettons, si je veux me mettre là, supprimer le garde-boue, voilà, je fais ce que je veux. Ça reste ni plus ni moins qu'un petit pas de vis qui est dessus, on vient le visser n'importe où, sur n'importe quelle vis. J'ai mes vis, ça c'est pour ça, avec ça. Et là il y a une notice sur ce produit-là, à scanner, tu le trouves directement sur le site, mais je vais te montrer, il n'y a vraiment pas besoin pour le coup d'avoir ça. Alors c'est livré avec, il y a des colliers Riesland, ça c'est pour le câblage, pour faire passer le câblage correctement le long du garde-boue avec des petits plots comme ça. Ces petits plots-là, ils sont autocollants. Et il y a une rainure, hop, on voit à travers, pour faire passer le collier. Ni plus ni moins, donc ça c'est bien pensé, tu te prends pas la tête. Là, il y a une broche. Bon, je sais pas pourquoi ils ont foutu une broche, parce que j'aurais pas besoin... Ah si, c'est pour le faire l'éclairage de plaque. Donc ça c'est pareil, super bien pensé, vraiment jusqu'au bout, t'as rien besoin d'acheter de plus. Tu vois, t'as ce plug-là, c'est des guillotines, donc tu l'ouvres, c'est clipsé de chaque côté. Voilà, tu vois, c'est une guillotine comme ça. Tu fous tes deux fils ici, t'écrases, tu fous les deux fils de l'autre côté, t'écrases, et comme ça, eh bien, tes fils sont mis en contact, c'est comme une sorte de domino, hein, mais très rapide, et étanche. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est que c'est étanche. C'est livré avec les vis de fixation, ça, c'est bien de le souligner, parce que c'est rarement le cas, tu es souvent obligé de réutiliser les vis d'origine, là, il n'y a pas besoin, et hop, et on va pas serrer à fond, je vais serrer à fond à la fin, pour le mettre correctement. Parce que là, vu qu'on n'a qu'une seule vis, vous voyez, une fois que c'est serré, après on peut le bouger de gauche à droite comme ça. Donc le fait de pouvoir le mettre comme ça, on serrera qu'à la fin. Et après c'est pareil aussi, on a encore une petite vis ici pour encore pivoter si on veut. Donc c'est top. Hop, normalement, voilà, il rentre un petit peu. Je le serrerai définitivement bien fort. Alors, le câblage. Je vais mettre mes petits plots et je vais prendre mes petits colliers. Donc là on a on a 4 plots pour cacher tout ça. Et il te livre même les petits cache-vis comme ça, pour pas voir la vis alors qu'elle est déjà noyée dedans. Le souci du détail. Ah, j'ai oublié de dire aussi, c'est ce que j'ai mis sur la vis, il y a une rondelle freinée. Pour éviter justement que ça se desserre tout seul, vu qu'il n'y a qu'une seule vis pour tenir ça. Alors là, tac. Normalement, on avait déjà ça d'un côté, mais ça, on ne peut plus l'utiliser. On pourra l'utiliser quand on remontera le garde-boue. Ce que je vais faire, déjà, je vais passer le câble par le trou. Je vais vous montrer directement comment c'est foutu là-dessous. La fiche, elle passe dans ce trou-là. C'est sous la selle. Donc voilà, le petit plot. On va venir en coller un comme ça. Ensuite, on passe le collier à l'intérieur. On prend le fil, ce qui nous permet d'avoir un fil qui ne se baladera pas. Pas trop le temps, comme ça, il suit toute la platine. Hop. Puis on va en mettre un autre un petit peu plus loin, ça on prend aucun risque. Le câble sera pas pris dans la roue ou autre chose, dans la courroie par exemple. Même si bon, il y a de la longueur de câble, mais pas assez pour que ça puisse, pour qu'il puisse y avoir un risque quelconque. Mais c'est ce qui est bien justement avec les Allemands, c'est qu'ils laissent pas le place au quelconque problème. Voilà. Donc là on a notre câblage qui est bien passé tout le long. Il passe bien tout le long avec nos colliers ici. Hop, ça se verra pas parce que dans tous les cas, il y a le garde-boue qui va venir par-dessus. Maintenant, je vais faire le deuxième, ça sert à rien que je vous le filme, on va pas perdre du temps pour rien. Et on va passer à l'avant. Alors maintenant que les deux feux arrière sont installés, il faut procéder au branchement. Et pour ça, rien de plus simple, il va falloir enlever celui d'origine, donc qui est ici. Là, on avait l'arrière, les deux arrières et l'éclairage de plaque qui est là. On va enlever la broche, la grosse broche qu'on a d'origine. Hop, donc ça c'est enlevé. Voilà, ça c'est le faisceau pour l'éclairage arrière. Donc vous voyez, il y a quand même un paquet de fils sur ce faisceau. Il y a quand même un paquet de trucs à repérer et tout en temps normal, hein, quand tu mets un feu arrière lambda qu'il va falloir après câbler sur ton système d'origine. Là, l'avantage, c'est que c'est tout vendu avec. Tu n'achètes même pas séparément. Donc tu passes de ça à ça. C'est exactement le même, c'est la même chose. Donc je vais venir me brancher en lieu et place de l'origine. Voilà, tu ne te prends pas la tête. On va se remettre, tac, comme ça, c'est fixé
ça bouge plus. Là, j'ai mon éclairage de plaque que je vais faire passer là en dessous. Il faut que je me trouve un petit trou pour le faire passer. Ici, c'est pas mal. Bon, je savais pas si je mettais la plaque à l'avant, enfin en haut ou en bas sur l'amortisseur. Au final, ça va être en bas. Ça sera moins prise de tête. Et puis, on la verra quand même mieux, la plaque. Sinon, vous allez être emmerdé. Le gagnant va être emmerdé. Voilà. Mon éclairage de plaque, il est ici. Lui, on ne le touche pas. Et après, est-ce qu'ils ont fait des repères ou pas pour dire gauche et droite? On dirait pas. Et en plus, c'est les mêmes couleurs. Ils ont mis les couleurs au drapeau allemand. Mais il n'y a pas de détrompeur. Donc, il va falloir tester, hein, mettre 1 sur 1. Et puis, je vais mettre le contact. Je vais regarder. Donc, c'est ça qui est génial. C'est vraiment... Tu te prends pas la tête. Malgré que ce soit mon boulot de faire des bécanes, mais tu te perds tellement de temps à faire le câblage, à tout démonter, tout couper, remettre des cosses, etc. Là, sincèrement, allez, montre en main, on te dit j'ai monté les feux arrière, c'est branché, ça fonctionne. C'est incroyable. C'est ça qu'il faut. Il faudrait que tout le monde en prenne de la graine. Bon, ben, j'avais une chance sur 2, finalement. Je me suis trompé de côté. C'est pas bien grave. On change les fiches et normalement... ça devrait fonctionner. Voilà, donc là j'ai bien mon clignotant droit et là j'ai bien mon gauche. C'est nickel. Et si je laisse appuyer, j'ai mes warnings qui s'affichent. Donc c'est parfait. Maintenant que j'ai branché tout ça, je vais ranger un petit peu le câblage dessous pour pas que ça gigote dans tous les sens. Et on passe au clignotant avant. Encore une fois, ici, très simple à monter. Et encore une fois, très bien pensé aussi. On prend notre clignotant, donc qui est comme ça. Encore une fois, très belle pièce. Et on a une platine comme celle-ci pour venir fixer le clignotant à la place de la platine d'origine. Donc je vais déjà supprimer la platine d'origine qui est là-dessous. Je prenne le bon. Comme vous avez vu dans le timelapse, les clignotants sont faciles à enlever. Ça m'a pris 30 secondes. Il y a juste un écrou qui le tient sur une platine qui est sous le thé de fourche. Et cette platine-là, du coup, il faut l'enlever aussi en plus du clignotant, puisque la nouvelle platine va venir se mettre dessus. Donc vous voyez, en fait, ça se fixait à la base sur un petit L comme ça. Ce qui est déjà bien pensé, hein. Oh vache, j'aurais pas dû boire autant de coca. On va venir ici, et notre clignot comme ça. On va déjà venir fixer la platine sur le clignotant. Faut forcer un petit peu, mais apparemment c'est normal, pour pouvoir bien le positionner. Parce qu'en fait, c'est cette platine-là qui va donner l'inclinaison parfaite du clignotant. Il ne faut pas qu'il soit en l'air, il ne faut pas qu'il soit vers le bas. Il faut qu'il soit bien droit, bien parallèle au sol. Et c'est cette platine-là qui fait ça. Alors, hop. Et il y a une mini vis. On va remettre dessus une toute mini BTR avec la plus petite clé de BTR que j'ai. Donc voilà, on va déjà fixer ça. Comme ça, ce sera fait. Et pour le câblage, là, par contre, on ne peut pas se tromper sur les clignotants. Parce qu'il y a 2 fiches différentes. Il y a une mâle. Il y a un mâle et une femelle, et c'est encore livré avec la BTR pour le fixer. Ah, putain. Alors on vient le mettre là-dessous, en lieu et place de l'origine, encore une fois. C'est toujours en lieu et place de l'origine, et puis ça a toujours une gueule de ouf une fois que c'est monté, c'est incroyable. Et là on va vraiment avoir un clignotant qui sera encore une fois comme l'arrière, très discret, mais très beau, et très efficace, bien plus efficace que l'origine. En fait l'origine c'est des gros clignotants, donc on les voit. Mais c'est pas... Si sur celle-ci, ils sont puissants encore. Il y a certaines bécanes où c'est pas puissant du tout. Quand on se demande comment ça peut passer l'homologation, mais alors là, on est vraiment sur un éclairage ultra puissant, donc c'est tout petit, tu le vois pas, mais par contre, quand ça éclaire, tu le vois, quoi. C'est vraiment pensé et conçu. C'est pas parce qu'ils sont partenaires du projet que je parle ça comme ça. Je le dis quand c'est de la merde. Même quand c'est des partenaires, je le dis. Parce que je cache rien à personne et je veux pas être tenu responsable de pièces de merde que vous aurez achetées en disant ouais, bah, c'est Flo de French Moto qui a dit que c'était bien alors qu'en fait c'est de la merde. On n'est pas payé pour ça, on n'est pas payé pour vous montrer les pièces, etc. C'est juste des partenaires qui ont voulu nous faire des bons tarifs. On les paye, hein, les pièces, ils ne nous les ont pas données. Donc voilà, petit clignotant, super discret. Exactement à fleur du tube de fourche, ce qui fait qu'il y a pas, ça vient pas dépasser, surtout qu'on a déjà une grosse tête de fourche. Avec les clignotants, c'était moche, c'était pas beau, ça allait pas bien. Là je suis content, ça rend super bien, on est bien à fleur. Je vais finir le design parce que ce qui est sympa, c'est que si tu veux pas dire que c'est du Wonderkid, bah ça se voit pas. Et là, il y a une petite empreinte ici et il y a les autocollants et on peut venir mettre la marque. Je la mets dans le bon sens, sinon ça fait le logo M&M's à l'envers. Voilà, je mets le logo de la marque parce qu'il mérite. Hein. Et il y a le petit film de protection bleue qui est dessus, on l'enlève et là on a notre clignotant qui est installé. Maintenant, il n'y a plus qu'à venir le brancher, hein, parce qu'il faut mettre le câblage. Pour mettre le câblage, je vais rabaisser la moto pour aller chercher. C'est tout dans le phare. C'est un petit peu la merde parce que les fiches dépassent à peine la sortie du cuvelage. Je pense que je vais galérer à aller le mettre dedans. Ouais, j'arrive pas à le voir. Il va me falloir une lampe torche. Mais je vais installer le deuxième.
puis on va voir ce que ça donne, je vous l'éclaire tout de suite. Alors j'ai dû enlever la bulle de la bécane pour pouvoir accéder au câblage derrière pour brancher les clignotants. Parce que les fiches en fait sont dans le phare et il n'y a pas du tout de jeu. Donc je peux pas y accéder facilement ou alors faut y aller à tâtons. Et sincèrement enlever la bulle là ça prend 30 secondes. Hein. Il y a 4 vis à enlever. Il y en a 2 de chaque côté. Et ici c'est juste des sortes de gros élastiques noirs. Ça s'enlève super rapidement. C'est ça qui est cool. Et d'ailleurs agréablement surpris par le petit phare qu'il y a dedans. En fait si vous voulez pas avoir la bulle, cette grosse bulle à l'avant, et ben on peut l'enlever. On peut l'enlever pour avoir que le phare si on le désire. Sincèrement, elle est super utile si on roule beaucoup. Après, si vous voulez un look beaucoup plus épuré, il vous suffira de l'enlever. Hein. Si tu gagnes la bécane, tu l'enlèves, hein, tout simplement. Il suffit après d'enlever l'araignée ici. Donc il y a une vis là et une vis de l'autre côté. Ça s'enlève. On voit absolument pas qu'il y avait ça. D'ailleurs, elle existe sans cette bulle. Après, visuellement, je préfère avec la bulle aussi. Parce que vu qu'on a des grands risers, on a un guidon qui est assez haut. Et en fait, on a un guidon qui est vachement loin du phare. Donc visuellement, ça colle pas top. Et voilà. Pour ceux qui veulent pas cette bulle, ça s'enlève facilement. Maintenant, je vais démonter le phare pour accéder à l'arrière et pour pouvoir faire le câblage. Alors, ni plus ni moins. Alors, pour démonter le phare, je vais simplement enlever la patte de fixation centrale ici. Ça sera le plus simple. Parce qu'à la base, je voulais le basculer sur son axe. Il y a une vis juste au-dessus, mais après, c'est pour le réglage, ça va être chiant. Donc comme ça, au moins, on ne touche pas au réglage d'inclinaison. Je vais pouvoir remettre la bulle plus facilement. Donc, et je crois que même encore plus simple, je vais même démonter le cerclage. Sinon, je vais me faire chier encore. Ça, c'est vraiment chausse-pied à l'intérieur. Ça, c'est chiant. Hop, l'entier. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose hein, dans le phare. On a 2-3 fiches. Donc, la fiche noire. Hop. Ah, je vais tester si les clignotants fonctionnent. Le clignotant là c'est nickel, le clignotant là c'est nickel. Maintenant, on peut passer à autre chose. Je procède maintenant aux amortisseurs. Comme je vous avais dit en début de vidéo, je voulais passer la bonbonne là, en bas, pour que ce soit visuellement plus sympa. On verra ce que ça donne. Dans tous les cas, j'ai déjà enlevé l'amortisseur de l'autre côté pour l'inverser. Mais en fait, comme il est foutu, quand on tient l'amortisseur, vous voyez la bonbonne elle est décalée. Alors, au lieu d'être comme ça, elle est comme ça. Là, je le tiens comme il est foutu sur la bécane. Et le problème, c'est qu'il est déporté pour pas toucher le cadre. Mais donc il est comme ça. Et quand je le tourne, il est comme ça. Donc là, la bonbonne va toucher le cadre. Du coup, je suis obligé de mettre le droit à gauche et le gauche à droite. Donc on va procéder à l'enlèvement du deuxième amortisseur. Donc si on n'est pas équipé pour soulever la au milieu et libérer la roue, je vous déconseille de le faire parce que du coup, il faut enlever les 2 amortisseurs. Truc assez chiant. Et pour avoir enlevé déjà les écrous de l'autre côté, autant vous dire qu'ils sont collés de chez collés. Donc ce que je vais faire comme tout à l'heure. Je vais une grande rallonge, ni plus ni moins qu'un tube. Je vais y aller comme ça et on va l'enlever comme ça. Hop. T'entends un peu comme il est collé le merdier. Donc là, si t'as pas une rallonge comme celle-ci, t'as intérêt à avoir des bons bras. C'est que je pourrais le faire sans la rallonge, mais le problème c'est que la bécane sur l'établi, bon déjà elle est super lourde. J'ai un établi qui supporte 500 kg, mais on est déjà à plus de 300 kg ici. Ça bouge un petit peu. Donc du coup, je peux pas mettre une force herculéenne dessus. Donc la rallonge, ça va très bien pour ça. Putain, et tu vois qu'avec une rallonge aussi longue, je galère déjà. Donc imagine sans la rallonge. En fait, c'est des écrous freinés, mais ils les ont pas juste freinés, ils les ont aussi collés. Donc au frein filet, ils ont ça. C'est pas super intelligent, je dirais. C'est déjà un écrou freiné pour qu'il s'enlève, hein, tu peux y aller. Et même si t'as pas les écrous, pour enlever les amortisseurs, même sans les écrous, hein, c'est une vraie galère, faut taper dessus. Donc avant de perdre un amortisseur là-dessus, je peux te dire que tu peux te lever tôt. Ça doit être encore une norme certainement aux États-Unis, hein, parce que sur les Harley c'est pareil. Souvenir d'avoir eu des écrous super durs à enlever. Et ils ont des vis spécifiques qui sont légèrement coniques, c'est des vis fendues et coniques. Ce qui fait que la vis, t'as beau, plus tu desserres, plus t'as l'impression qu'elle serre. C'est des vis qui sont assez chiantes, j'avais jamais trouvé ça ailleurs que sur une Harley. Et ici, bah, j'ai plus ou moins le même problème avec des écrous freinés, collés. Mais sur les Harley, ouais, sur les Sportster, c'était ça le problème que j'avais. Ça, c'est fait. Tu vois, pour l'enlever, t'as l'impression qu'il est collé, la morteau. Donc je vais devoir taper dessus. Tu vois que même en tapant, putain, incroyable. C'est pas la place que t'as pour les taper derrière. Putain, qu'est-ce que c'est qui coupe comme ça? Putain, je me suis coupé sur la jante. Tellement les bords sont saillants ici. Incroyable.
suis jamais fait couper par une jante. Une première. Ah putain, mais c'est pas vrai. Il est sorti. Hop. Mais du coup, la particularité, c'est qu'il y a un gros appui. C'est pas appuyé juste sur la tête, c'est qu'on a un appui de chaque côté ici. C'est assez fou l'appui qu'il y a, c'est pas comment on est. Avec une bague, je sais pas pourquoi une bague. Du coup, on va pouvoir mettre l'amortisseur gauche à droite, pour pouvoir se positionner sans problème. Vu que j'avais la roue qui était un peu soulevée, il va falloir soulever tout ça. Putain, ça... Voilà, on a une bonbonne en bas, c'est plus joli comme ça. Ça fait plus compact ici, on aère le dessus, j'aime bien. Allez, le deuxième. Alors, pour le deuxième amortisseur, on procède exactement de la même manière, mais maintenant, on va en profiter avant de le boulonner. On va mettre notre support de plaque d'immatriculation, comme ceci, et on va boulonner derrière. Mais je vais pas faire comme eux, je vais pas foutre du frein filé ici, ça servirait strictement à rien. Déjà là, l'écrou le foutre à la main, c'est quasiment impossible. Inclinaison, on va essayer de mettre la bonne dès le début, comme ça ce sera bon, on n'aura plus besoin d'y toucher. Je vais en rajouter un peu, comme ça quand ça serre, ça ne bougera pas. Là, je vais serrer autant que je suis. Ah, c'est pour dire à quel point je serre fort. Voilà, là ça bougera pas. On a un support de plaque qui est parfaitement positionné. Je regarderai l'angle plus tard, ça se trouve il va falloir que j'y retouche, mais c'est même pas sûr, ça ira bien comme ça. On est sur un support qui est assez costaud, hein. Pour un support de plaque à 30 balles, contrairement à des trucs à 300 € qu'on trouve un petit peu de partout, là ça fait bien le taf, il y a le petit éclairage de plaque, j'ai plus qu'à foutre la plaque dessus, et on sera bon. Voilà, j'ai à présent câblé le support de plaque, on va tester, et ça fonctionne. C'est parfait, nickel. Et pour terminer sur les accessoires Wonderkind, il restait les petits embouts de sélecteur, donc sélecteur de vitesse et pédale de frein. On va venir y installer tout simplement ici. C'est cool, ça rentre à l'intérieur, c'est chouette. On serre fort, hop là, ça bougera pas. Et la même ici. Comment tu fais hein? Et forcément, quand un produit est très simple à installer, il y a toujours des couilles. Là, on a le bocal de liquide de frein qui fait chier pour mettre la vis juste derrière. Donc il va falloir que je désolidarise la pédale ici pour pouvoir installer un truc qui m'a pris 10 secondes de l'autre côté. C'est super. Et voilà, tout ça pour ça. Alors non, je dis des conneries, il reste encore quelques pièces à monter de chez Wonderkind. Les leviers de frein et d'embrayage, c'est de la très belle pièce. Je vous fais un petit time-lapse pour le montage. Alors maintenant que tout est installé sur la bécane en termes d'accessoires Wonderkind, hein, il va nous rester encore, je vais installer un filtre à air KN qui va être accouplé à un échappement performance. Je vous montre tout ça, j'ai pas encore reçu les pièces. Normalement dans la journée je reçois ça, donc je vais pouvoir les monter tout de suite après. Là j'allais m'attaquer au réservoir, mais avant toute chose je voulais vous parler tarifs de ces pièces. Parce qu'on est quand même sur des pièces haut de gamme, fabrication allemande. J'aime beaucoup ces pièces-là, mais forcément, le prix est impacté aussi derrière. Là, le bouchon de réservoir, on va commencer première ligne. Le bouchon, vous ne l'avez pas encore vu, c'est le même qu'on avait mis sur l'Indian Scout, mais vous le verrez à la suite dans la vidéo. On a 90 € le bouchon. Clignotant et feu arrière, donc l'ensemble 3 en 1, on est à 290 €. Ça fait cher quand même, mais voilà, on est sur un produit haute qualité, minimaliste, etc. C'est normal, c'est du plug and play aussi, donc forcément le prix se sent impacté derrière. Les clignotants avant, 189 € la paire. Levier d'embrayage, 139 € et levier de frein, 139 €. Donc on est à 139 € par levier sur cette moto. Ça fait un peu cher quand même, mais on est quand même sur de la très belle pièce. On est sur de la pièce en aluminium taillée dans la masse aussi, encore une fois. Et on termine avec les embouts de pédales, donc sélecteur de frein et pédale de frein. Là, on est à 50 € la paire. Bon, c'est assez raisonnable, mais on est quand même sur de la petite pièce. Voilà. Bon, encore une fois, très bonne cam, hein, je me répète, mais si vous voulez commander ce type de pièce, je vous invite directement à aller sur wonderkind.com. C'est un site allemand, mais vous pouvez le mettre en français, ne vous inquiétez pas, ils pensent aussi aux français. Et c'est vachement bien foutu. Il y en a pour Harley, il y en a pour Indian, pour quasiment tous les modèles. C'est un site qui est très très bien fait comparé à d'autres sites, donc n'hésitez pas à y aller si vous voulez vous commander ces belles petites pièces. Bon.
parlons peu, parlons bien. Maintenant, on se lance dans l'inconnu sur le réservoir de l'Indian. Là, il faut savoir que c'est quelque chose que j'ai jamais fait. J'ai fait des tests en amont, autant la rouille sur l'acier, ça je maîtrise, autant l'oxydation du cuivre, je maîtrise pas du tout. Donc j'ai fait quelques essais déjà au préalable, je vais vous montrer les produits que je vais utiliser, etc. Là, c'était les carters d'embrayage de Ducati. Donc on le voit, je l'ai passé d'abord avec une bombe de cuivre, mais à base de cuivre, pas une simple bombe décoration cuivre. C'était une bombe à base de cuivre. C'était pas très concluant parce que j'ai fait des essais d'abord avec l'acide, etc. Alors l'acide ne va pas forcément bien oxyder le cuivre, pas de la manière dont je veux en tout cas, parce que ce que je voulais c'était, comme on le voit en fait, hein, cet effet vert. C'est ça que je cherchais. Là je suis en train de voir que l'acide a bouffé le métal. Oh, incroyable. Ou alors il y avait déjà, je sais pas. Non, il y avait déjà. Donc vous voyez ce vert qu'il y a ici exactement, c'est ça en fait que je recherche. Comme si on était sur une vieille jarre en cuivre qui avait été trouvée dans un bateau pirate au fond de la mer qu'on avait ressorti au bout de 200-300 ans. Bah, c'est ça en fait que je veux retranscrire sur ce réservoir. J'avais fait encore d'autres essais ici, ouais, c'était pas non plus super concluant. Et après j'ai fait un essai, donc ça peut se passer sur toutes les matières, c'est ça qui est cool. C'est que j'avais imprimé un bras d'un robot en impression 3D résine. On voit la couleur là d'origine de la résine. Et en gros j'ai réussi à sortir ça. On est un petit peu sur, bon, on est sur du verre, hein. De toute façon c'est de la patine verte hein, que je voulais. Sur le cuivre, voilà. Et là ça a été verni avec un vernis brillant, donc j'ai pas passé du vernis brillant parce que comme on voit en fait sur la pièce, elle est structurée en fait, hein. Ça fait du grain normal puisque je viens ajouter de la matière. Donc le fait de mettre un vernis brillant, bah, ça va accentuer ce truc, ça va donner un effet peau d'orange dégueulasse que j'ai pas envie. Donc il va être vernis mat ce réservoir. Et donc pour faire la patine, pour me faire un super rendu, bah, déjà je vais utiliser une peinture. Une peinture qui est à base de cuivre. Là, il y a beaucoup de cuivre là-dedans. Donc, c'est une peinture, donc c'est une base. C'est ça qui va donner l'effet cuivré qu'on veut, mais c'est pas un effet puisque c'est vraiment du cuivre qu'il y a dans la peinture. Et c'est assez rare pour le souligner parce que trouver des peintures à base de cuivre, j'ai mis un bon mois avant de réussir à trouver cette peinture-là. C'est Modern Option qui fait cette peinture-là. À la base, j'étais parti sur un produit américain, full produit américain, kit complet de cuivre à oxyder. Mais ce qui est bien, c'est que eux, ils font aussi l'oxydation après derrière. Donc c'est une patine verte, c'est la même marque. Et ce produit-là vient se passer pendant que tu es en train de passer ta peinture cuivre. Donc on va d'abord passer une première couche sur le réservoir pour vraiment avoir notre surface clean en cuivre. Et après, on va venir passer une deuxième couche, et c'est cette deuxième couche qu'on va venir oxyder après par la suite, avant qu'elle sèche. On va vraiment passer l'oxyde. Donc ce produit-là, il donne pas la composition du produit, c'est ça qui est con, c'est que j'aurais aimé savoir exactement ce qu'il y a dedans pour reproduire, pour éviter d'acheter le produit, parce que c'est des produits qui sont quand même assez chers, on est pour une petite centaine d'euros entre ces deux produits. Et pas facile à trouver non plus, ils sont tout le temps en rupture de stock, enfin c'est un vrai merdier à avoir. En premier lieu, je vais déjà enlever les logos Indian et je vais poncer le réservoir, mais le poncer légèrement, je vais pas enlever toute la peinture, puisque la peinture là va servir en fait de protection au réservoir, même si je pense pas qu'il y ait de l'acide là-dedans, au moins ça permet d'avoir une couche, une bonne couche bien lisse, et après par la suite, donc l'égrainer simplement pour faire adhérer la peinture cuivre dessus, et après faire tout le schmilblick autour. Donc on va voir, c'est un test pour moi, enfin j'ai fait des tests en amont, hein, donc je sais plus ou moins comment ça se travaille, mais j'ai pas encore le rendu final en tête. Je sais que ça va être beau, mais je sais pas à quoi ça va ressembler. Donc on va voir tout ça. Je m'occupe d'enlever tous les petits appendices dessus, de le poncer, et on aide.
Voilà, égrené, dégraissé, tout parfaitement. On va passer notre première couche de base cuivre. Donc il faut bien la secouer parce que c'est vraiment des grosses particules de cuivre qui sont à l'intérieur. Hein. Donc il y a du cuivre avec un solvant, je sais pas trop ce que c'est à l'intérieur, hein, parce qu'ils annoncent pas du tout les ingrédients qu'il y a dans le truc, ou alors si, mais en allemand. Donc ça sera pas trop. Et je vais en mettre dans un gobelet. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. On est sur cet effet-là en fait. Ça fait légèrement bleuter, à mon avis, c'est le produit justement qui est dedans qui fait ça. Hop, je vais en mettre dedans. Vous voyez, c'est quand même très compact. Et il faut le passer assez rapidement parce que, avec les essais que j'ai fait, ça avait tendance à assez vite sécher et à faire une vieille croûte de cuivre. Je vais le passer au pinceau, puisque clairement, ça se passe pas dans un pétard, hein, c'est trop visqueux, pour utiliser des termes. C'est assez visqueux comme peinture et il faut absolument pas la diluer. Donc là, première couche au pinceau et la deuxième couche, je vais la passer à l'éponge avec une éponge naturelle pour donner un effet structuré et c'est vraiment le rendu que j'aime en fait pour avoir, déjà pour éviter d'avoir les traces de pinceau, ça ferait moche d'avoir les traces de pinceau. Là, la première couche, c'est vraiment pour faire une adhérence et un fond cuivré. Ça, j'adore sur le noir mat passer du cuivre comme ça. Je trouve ça super sympa en termes de rendu. Donc je vais pas trop la tirer, hein. Je vais laisser une bonne couche. J'ai enlevé le bouchon pour éviter d'en foutre partout dessus. Donc là, c'est vraiment, on se lance, on y va. On sait pas ce qu'on fait, mais on le fait quand même. Alors, je sais ce que je fais, mais ça reste l'inconnu. J'ai jamais fait ça sur un réservoir, mais c'est généralement là où on a les meilleurs rendus. C'est quand on n'ose pas et qu'on se lance, qu'on se dit putain, c'est quand même beau. Donc j'ai quand même l'expérience là-dedans de me lancer dans des trucs complètement inédits sur des réservoirs qui valent une fortune. Comme je disais, je vais pas la tirer, parce que si je la tire trop, ça va avoir tendance à faire sécher. Allez, je vous passe la suite en time-lapse, et puis on se retrouvera pour moi dans 1 heure, pour vous, tout de suite après le time-lapse. Alors ça y est, j'ai laissé bien 2 heures agir la première couche, là on est bien sec, ça a l'air de bien adhérer aussi, hein. J'ai fait des tests, des petits coups dessus pour voir si la peinture sautait, ça ne saute pas, donc c'est une bonne peinture, ça y a pas de souci. En plus comme on a fait l'égrenage juste avant, on a une bonne adhérence. Maintenant je vais mettre cette peinture dans un autre récipient, je vais en mettre une bonne quantité, même si j'utilise pas tout, et on va passer une éponge. Donc là, on est sur une éponge naturelle, hein, de ce type-là. C'est une petite éponge, vous savez, pour nettoyer les bébés, des trucs comme ça. C'est une éponge qui n'est pas agressive. Et là, je vais venir tapoter à plein d'endroits, sur tout le réservoir, hein, de partout. Et je vais mettre ça. Et je vais imprégner le liquide que j'ai mis dans un vaporisateur comme celui-ci pour plus facilement le mettre. Je vais vaporiser directement sur la peinture qui ne sera pas encore sèche. Allez, hop, on va bien imbiber. C'est dur d'être imbibé. Tapoter partout. Et ce qui est bien du coup avec cette technique, c'est qu'on peut faire des retouches un peu de partout. Puisqu'on est sur... J'étale le produit de manière anarchique. Hein. Donc on pourra venir faire des retouches à l'éponge directement dessus, où on veut. Je vais pouvoir revenir, remettre de la matière, réoxyder la matière pour qu'à des endroits ce soit plus oxydé que d'autres. Parce que j'ai envie de donner un aspect où l'oxydation en fait a coulé, comme si ça avait pris la flotte. Donc on verra du cuivre sur le bas du réservoir, un peu. Mais sur le haut, je veux pas de cuivre. Sur le haut, je veux que ce soit entièrement oxydé. En vrai, elles sont sur moi. C'est beau, j'aime bien. Vraiment la couleur que ça a, ça fait un peu nacré. Donc je mets des gros pâtés partout et après je viens uniformiser tout ça. J'ai vraiment hâte de voir le rendu. Ce qui est cool, c'est que je viens de recevoir à l'instant l'échappement. Donc je vais pouvoir monter l'échappement tout de suite après. Ça va être sympa. Pendant que ça sèche, on se montrera l'échappement tranquille derrière. Parce qu'il faut bien laisser 2 heures le produit agir quand on le passe. Hop. Donc avant que ça sèche trop vite, je vais passer le pchit tout de suite. Et puis après on viendra se remettre encore par-dessus. On pchit, on pchit, on pchit. Alors, on voit pas mal la surface en dessous. Mais vu que c'était déjà cuivré, ça va faire harmonieux. Et puis après je viendrai faire des retouches là où il faudra faire des retouches. Hein. De toute façon ça va être que de ça.
Je vais devoir retoucher, je pense. Ça va être un gros taf, ça va être sympa. Alors, on voit justement qu'il y a des endroits, quand on tapote, quand le produit est mis dessus, ça le sèche. Ou alors il me faudrait un contenant un petit peu plus gros et que je vienne nettoyer l'éponge de temps en temps, parce que j'ai l'impression qu'en fait il y a des morceaux de fibre qui sèchent sur l'éponge. Et après ça fait des vieux gratons dégueulasses. Un peu cette impression. Bon, on voit déjà que c'est en train un petit peu de bouger. Je vais faire un petit timelapse, je vais le mettre en timelapse, comme ça on va voir l'évolution au fur et à mesure. Vous avez le chrono qui est juste derrière, donc vous allez voir en combien de temps ça va bouger. Et comme ça me permettra de nettoyer un petit peu l'éponge et de faire les choses bien. Allez, on a reçu l'échappement. Il s'agit d'un Freedom Performance, c'est des produits américains, comme quasiment tous les produits en fait sur les Indian ou sur les Harley. Tout ce qui est échappement, on est pas mal aux États-Unis. Et là, je sais pas si je vous l'avais dit dans la vidéo, en fait c'est un modèle 2024. Elle est neuve la bécane, mais c'est modèle 2024, juste avant la norme Euro 5+. En fait on a la norme Euro 5 sur cette bécane. Et ils nous ont sorti un petit peu sournoisement début 2025, l'Euro 5+. Et le problème de l'Euro 5+, c'est qu'il y a des sondes là-dedans en plus. Enfin, c'est un petit peu plus chiant, voilà. C'est comme d'hab. Donc on est parti sur le modèle 2024 pour pas être emmerdé au niveau des pièces. Et bah, c'est arrivé. On a un bel échappement qui est dans cette boîte. Ça, c'est très américain. Hein. Grosse tête de mort avec les échappements. Petite moustache, la tête de mort, c'est vrai. Donc apparemment, ils existent depuis 2006. Made in USA. Ils en sont fiers, hein, il faut l'être. Corona California. Voilà, donc on va ouvrir ça, puis je vais vous montrer l'échappement. Allez, on va se monter tout ça. Vous vous doutez bien, je l'ai déjà déballé, hein, l'emballage il est à côté, il l'envoie pas comme ça. Voilà la bête. Oh, c'est pas léger non plus. Tout en inox, contrairement à l'acier d'origine, et avec le cache noir par-dessus. Je pense que le cache noir, je le mettrai après, parce que j'ai l'impression qu'il s'enlève. Donc je vais l'enlever maintenant. Et je le mettrai après pour éviter de l'abîmer, ce serait con de l'abîmer. Hop, est-ce qu'il s'enlève celui-ci? Ouais, celui-ci il s'enlève aussi, on dirait. Hop là, tac. Comme ça on va se monter la ligne d'échappement sans avoir peur. Putain, c'est cher quand même pour des bouts de tube comme ça. Hein. Là on est à 1600 € la ligne d'échappement. Il n'y a rien, hein. C'est même pas une ligne homologuée. Ça va juste faire du full bar-off parce que c'est vide dedans. Allez, c'est parti. J'ai en visu le réservoir, vous allez voir après l'évolution, c'est incroyable, il évolue à une vitesse. J'aurais aimé en fait faire un timelapse sur toute la longueur du process, mais j'ai besoin de la caméra pour filmer la mise de l'échappement. Je vous montrerai ça tout de suite après l'échappement. Alors, on va prendre le gros bébé. Je sais pas pourquoi il est aussi lourd, franchement. Il n'y a rien qui justifie son poids. Alors, on va venir positionner ça comme ça. Je vais y arriver. Les silencieux sont fixés entre eux. Mais les collecteurs en eux-mêmes, ils peuvent s'enlever. Putain, ils ont foutu les collecteurs jusqu'au milieu ici. Hop là, un collecteur. Putain, mais ta merde. Il reste 1 mm. Il reste 1 mm et à chaque fois, c'est le grosse merde, hein. Marrez pour leur foutre dedans. Allez, ça s'est sorti. Donc... Oh putain. Maintenant que l'échappement est monté, on va monter quelque chose
en rapport avec la puissance, l'optimisation. Il s'agit d'un filtre à air sport. On est sur un filtre à air KN et on va le monter en lieu et place du filtre d'origine. Alors on aurait pu monter un filtre un petit peu plus esthétique que celui-ci. Ça aurait pu le faire parce qu'on n'est pas sur un filtre forcément très joli, même si moi il me dérange pas. Il a une bonne forme, il n'est pas trop épais, il est gros mais pas épais. Il va surtout être efficace pour l'optimisation de la puissance de cette bécane. Quand on parle de puissance, on parle aussi forcément de reprogrammation moteur. On parle de stage 1, de stage 2, souvent chez Harley, mais ça le fait aussi sur des bécanes comme celle-ci. Là, pour le coup, on va pas la passer au banc, on va pas lui modifier sa puissance, on va la laisser telle qu'elle. La puissance va être légèrement surévaluée par rapport au fait qu'on met un échappement libre et qu'on a un filtre KN. Donc le calculateur de la moto, lui, il a des marges d'erreur, donc il va pouvoir augmenter légèrement la puissance dans la limite du possible de ce qu'il va pouvoir faire. Par contre, pour optimiser au maximum la puissance par rapport aux organes de perf qu'on a foutu sur cette bécane-là, et bien là, il faudra passer par la case reprogrammation, donc prendre un rendez-vous chez un programmateur, un mapper, qui va pouvoir rentrer des nouvelles données dans la bécane, la passer au banc pour voir si tout s'est bien passé, et puis après augmenter considérablement la puissance. Nous, on ne le fait pas pour rester dans la légalité, on va dire. Vous, si vous voulez le faire derrière, il n'y a pas de souci, celui qui va gagner cette moto-là pourra la passer au banc, modifier sa puissance derrière. C'est même ce que je conseille de le faire parce que là, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Elle va bien se comporter, mais il peut y avoir certains ratés, des petits trous à l'accélération, des trucs comme ça justement qui sont liés à ces nouveaux organes. Donc on va voir comment ça se comporte. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant à la fin de la vidéo pour vous dire comment ça s'est passé en termes de roulage, en termes de ressenti. Si vraiment il y a besoin de le faire, je le ferai. J'irai passer la valise dessus, changer la carto, etc. pour que tout se passe bien. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Pour démonter le filtre, il n'y a rien de plus simple. On a les 3 vis ici. C'est un simple couvercle qu'on va avoir ici. On aura accès directement à notre filtre à air d'origine. Généralement, c'est des filtres papier vraiment très classiques, hein. Espace l'air, mais beaucoup moins qu'un filtre à air KN. Le filtre à air KN, lui, c'est ce qui marque hein, sur la boîte. Il va apporter 50% d'air en plus et il est fait justement pour l'optimisation. C'est marqué augmente la puissance et débit d'air jusqu'à 50% plus élevé. On n'augmente pas réellement la puissance avec un filtre à air seul, c'est la combinaison avec le reste qui fait que, voilà, il est là. Vous voyez comment c'est foutu dedans, hein, c'est tout simple. Il y a le papillon d'ouverture des gaz qui s'enclenche quand on met les gaz. Et là, on a notre nouveau filtre. On voit la différence entre les deux. J'ai toujours un peu peur, tu te dis toujours, ah, ça va pas aller, il n'y a pas la même taille. Non, on est quand même sur autre chose en termes de qualité de fabrication. Et là, l'avantage aussi d'un filtre à air KN comme celui-ci, c'est que généralement, tu le gardes à vie sur la moto. Tu entretiens juste le filtre. Ici, vu qu'on est sur du filtre papier, tu peux pas le passer sous la flotte pour le nettoyer. Ici, tu peux. On est sur une fibre spéciale et après, tu viens le graisser avec des produits d'entretien KN que tu trouves un petit peu partout sur Internet. Il n'y a pas de souci. Tu vas pouvoir l'entretenir sans problème. Voilà. Hop, c'est un jeu d'enfant. N'importe qui peut le faire. Et un filtre comme ça, ça vaut à peu près 70 €. C'est pas extrêmement cher comparé à un filtre papier ou sur celui-ci, je crois que tu es aux alentours des 30 € le filtre. Là, c'est comme si tu avais changé 2 fois ton filtre à air, sauf que tu le changeras jamais. Pas de petites économies. Zou. On se retrouve sur le réservoir qui est à présent tout sec. Je pense qu'il s'est passé bien 2 heures, 2 heures et demie depuis que j'ai travaillé dessus. Et franchement, le rendu est vraiment dingue. On est sur un rendu comme je l'imaginais. On a une vraie belle patine qui s'est bien formée un petit peu de partout. Mais il va falloir que je fasse des retouches ici et là, surtout au niveau des raccords que j'ai ici. On voit, ça fait une ligne un petit peu spéciale. Je vais vous montrer. Voilà, on voit une ligne ici. C'est pas dégueu, hein, ça fait partie aussi du style. Mais j'aimerais quelque chose d'un petit peu plus uniforme sur les arêtes. Donc je vais retravailler un petit peu ça. Je vais remettre de la peinture cuivrée. Je vais le repatiner. Il y a des endroits où je vois le dessous avec les traces de pinceau. Donc je vais retravailler tous ces endroits-là. Je vais repatiner. Et puis il est déjà 5 heures bientôt. Donc on va retravailler dessus demain. C'est parti.
264e jour sur la préparation Indian Sport Chief. Non, je déconne. Ça doit être le 5e ou 6e jour, je pense, de prépa. Il a bien avancé, le réservoir. Là, il a passé une nuit, j'ai fait quelques retouches, etc. à certains endroits. Je vais encore devoir en faire, parce qu'il y a des tâches comme celle-ci qui sont trop dominantes. Parce que je les ai fait avec un pinceau. Donc au niveau du relief, de la matière, du cuivre, c'est beaucoup moins en relief. Ce qui fait que on a une teinte qui est plus claire qu'ici par exemple. Là on est assez foncé, là on est clair. Et là on a même encore trop de teinte de cuivre parce que vu qu'il n'était pas assez épais, j'ai pas mis assez de cuivre, on avait certainement que la teinte rougeâtre du cuivre mais pas la matière de cuivre qui était avec. Donc je vais reprendre mon éponge et je vais refaire des pâtés un petit peu partout. Et j'étais en train de me dire que je vais certainement même pas le vernir ce réservoir. Déjà pour une chose, c'est qu'il va continuer à se patiner avec le temps et en soi il n'y a pas réellement besoin d'y protéger. Et si je passe un vernis, j'ai peur que la teinte soit complètement différente. En fait c'est ce que j'avais fait. Il est où mon morceau d'essai? Il est là. Là en fait le vert il devient vert foncé, vert algue, et je voulais pas de ça en fait. Je voulais vraiment un vert bleuté comme celui-ci qui donne vraiment cette sensation d'oxydation. On vernit rarement une pièce oxydée derrière, une pièce en cuivre oxydé, et parce que ça la rend bien plus foncée, c'est le problème. Donc avec l'essai que j'avais fait, je vais peut-être en refaire un autre pour être sûr, mais je pense que ça rendra beaucoup moins bien. Là j'ai envie d'avoir des zones très claires, des zones un peu plus foncées, je veux que ça joue sur tout ça. Donc je pense pas que je vais y vernir, et dans tous les cas, là on voit quand je frotte comme ça, hop, j'en ai très légèrement sur les doigts, ce qui est normal, donc je vais passer un coup de nettoyage quand même dessus, mais normalement la teinte ne devrait pas bouger, la patine ne devrait pas partir. Autre chose, j'ai imprimé en 3D ces jolis petits blasons Indian. Hop, ils sont comme ça, ils sont de cette épaisseur là, c'est du plastique, du PLA, sorti de la machine. Je vais les chauffer pour leur faire prendre la forme du réservoir. Ça va être chouette comme ça. Regarde, là je vais y mettre comme ça sur le côté du réservoir. Je vais le chauffer pour qu'il prenne la forme du réservoir, forme très concave dans ce sens là et dans ce sens là, et comme ça va être les jolis petits blasons. Je vais les coller dessus, et une fois qu'ils seront collés, je vais les patiner. Je vais le patiner en cuivre aussi. Je vais le cuivrer, je vais le patiner comme ça. On aura une belle pièce, une belle insigne qui sera dans les teintes du réservoir, parce que je trouvais que ça faisait un petit peu trop nu comme ça, même si c'est beau, ça fait un petit peu un tableau avec toutes ces nuances et tout. Mais du coup, le nom Indian n'apparaissait quasiment plus nulle part, sauf à certains endroits, mais un peu caché sur la moto. Allez, je me lance sur ça, et puis on va voir le résultat à la fin. Hop. Bon, et puis vu qu'on aime se faire chier, on va faire un covering noir brillant sur la bulle. Donc je suis en compagnie d'Al Padre qui est venu me filer un coup de main. Oh putain, ah, j'ai tous mes poils qui s'irrissent là sur le corps. Oh putain. Hop là. Donc là on est sur un beau noir brillant. On est centré, ouais, plus ou moins. Hop. Et tac. Après je peux y chauffer si tu veux. Tu prends ton côté, je chauffe, tu tires. Ça sera mieux plutôt qu'on fasse chacun notre côté, non? Tu vas voir que je vais avoir une longueur de merde et que je vais même pas pouvoir aller jusqu'à toi. Ah, j'ai une belle rallonge toute neuve ici. On va prendre celle-là. Ok, c'est déroulé. Il y a des plis ici. On a un peu... Ah, il y a une bulle ici. Ah, tu savais qu'il fallait pas que je mette des tongs. Ouais, plus de 2 bulles. Je l'avais pas vu. Mais bon, mais là, il va falloir qu'on rechauffe. Ouais, tends-le comme ça. C'est ici. Allez. Et où le cutter? J'avais un cutter. Merde, j'avais un cutter tout neuf. Il est blanc. Qu'est-ce que j'en ai foutu? J'ai coupé le film ici tout à l'heure avec. Pire des cas, j'ai une lame neuve ici, mais... Comment? Il est où le bout? On est allé vachement bas ici. Donc je chauffe. Ouais, il y a un trou ici. Ça, je le ferai après, tranquille à la fin. Attends, il descend bas ici. Il faut que je
Je le rechauffe parce qu'il a chopé plein de plis là. Il y a plein de micro-plis. Ouais. Ça. En fait, c'est le film de protection qui est dessus aussi qui fait chier. Oui. Il empêche d'avoir une bonne souplesse. On va refaire la même ici. Mais pas sur 2, hein. Je chauffe beaucoup trop sur 2. Attends, hop. T'as trop chauffé. T'as trop chauffé, tu l'as brûlé. Ah, sur le bord là. Ouais, heureusement, c'est juste là. Ah, il chauffe vite, mais vu qu'il est déjà chaud, lui, il faut y aller mollo parce que chauffe pas plus. Vas-y, chauffe-le doucement, qu'il reprenne sa forme. On a eu chaud là quand même. Hein. Ouais. C'est un truc, tu sais, tu dois tout recommencer pour un petit trou sur un bord. Sur du noir brillant, je sais pas. Quoi donc? Ouais, mais c'est pas bien grave, de toute façon, je vais couper. C'est vu qu'il y a la bulle après qui vient dedans, ça va plaquer le. Ce qu'il y a, c'est. Ici, ça fait chier. Ce qu'il faudrait pas, il faudrait le faire rechauffer tout l'ensemble. Vas-y, chauffe-le, qu'il se rétracte, tu sais, qu'il reprenne sa forme initiale, sans que je lui tire dessus. Ouais, tu vois, là-bas, il s'est décollé le film. C'est ça qui fait chier. Du coup, tu vois plus rien. Oui, tout ce qui est bon, de ce qui l'est pas. Ah, il y a des plis, hein. Ah, ça me fout un coup de chaud à chaque fois de bosser sur. Attends, je vais y lever un petit peu. Elle y va, cette table, hein. Avec 340 kg sur le dos. Ouais. Ça nous filme depuis tout à l'heure. T'es un peu trop chaud là, fais gaffe. Hein. Ça m'a tendu le truc d'un coup. Il a été trop détendu en bas, à mon avis. Bon, j'y coupe et puis on va faire sortir la bulle tout de suite avant que je puisse plus. Vas-y, chauffe. Vas-y, chope-le toi ici, moi ici. Oh putain, vas-y. Ah, chauffe trop là. T'as tout décollé, putain. T'as tout détendu, putain. Non, bah. Ouais, dans les. Vas-y. Ça fait... Ouais, bah ouais. Il est trop détendu maintenant. Ouais, il va vachement bas. Ouais. C'est vrai, on se rend pas compte à la vitesse à laquelle ça chauffe ça. Ah, ça chauffe super vite lui. Il est pas fait pour. C'est mort. Ah, c'est mort parce que si tu le tends, il fait des plis là. Ça, c'est qu'il reprend pas sa forme initiale, ce con. C'est pas du 3M, donc du coup, en termes de comportement, c'est un peu de la merde. Là, normalement, là, il est censé se rétracter quand je fais ça, revenir à sa position initiale. Ouais, j'ai tellement envie de tirer sur la gueule qu'il va fendre. Vas-y, appuie dessus. Fais-le plus. Tu glisses, voilà, de gauche-droite. Doucement. Et il faut le. Ici, là. Il est où la bulle là? Ouais, ça remonte jusqu'à là. Ouais, parce que c'est trop de contraintes. Ouais, il colle pas ou. Je sens. Putain, on a l'impression qu'il se décolle, non? C'est chiant. Ah, on touche plus. Il a pris. Et ici. Je sais pas si c'est le filtre transparent ou. Là, on n'arrive pas à voir. Ça c'est tout mâchouillé. Là, c'est pareil. Je sais pas. On voit rien. Ouais, je vais enlever le film là. Là, on a l'air tout bon partout. Je vais l'enlever. Ça s'enlève tout seul, ça, normalement. Ah ouais, c'est brillant sa race. Hein. Ça fait un peu peau d'orange, mais beaucoup moins qu'à l'époque. Hein. Quand les mecs ils faisaient des complètes sur des bagnoles avec des couleurs unies comme ça, tu sais, tu voyais que c'était du. C'est plus lisse qu'une peinture d'origine. Juste ça. Allez, je m'apprête maintenant à poser les insignes sur le réservoir. Voilà à quoi il ressemble une fois patiné. Donc le rendu est vraiment sympa. Là, ça va parfaitement coller avec le réservoir. Et je vais remettre encore une patine sur le réservoir. Je veux vraiment le patiner à mort. On va vraiment... Rien que de le toucher, en fait, on a l'impression que c'est un morceau de pierre ou un vrai gros morceau de cuivre, une masse de cuivre en fait. Ça fait pas réservoir en métal. Donc je suis super content du résultat. Est-ce que c'est bien celui qui va là, celui-ci? Oui, c'est celui qui va là. Donc hop, on va enlever l'autocollant. J'ai mis de l'autocollant 3M hein, derrière qui fait pile le diamètre. Il m'en restait de la dernière fois quand j'avais fait la BMW 1300 GS. Hop, voilà. Donc là ce qui est cool c'est que les insignes ont vraiment la forme du réservoir. On met pile poil dessus. Et là, je vais mettre de la patine. Comme ça, la patine va couler autour. Comme si le réservoir, en fait, les insignes étaient sur le réservoir depuis toujours. Ça va être cool. Je suis super content du résultat. C'est encore mieux que ce que je voulais. Et voilà le deuxième. Je vous le montre plus en détail. C'est trop cool. Hop. Il va se positionner ici, normalement. C'est bien ça. Peut-être un chouille haut. Non. Je sais pas. Non, c'est bon. Il est au bon endroit. Voilà. Par rapport à là. Ouais, si, c'est bon. Donc là, je vais vous montrer en détail. Voilà à quoi ça ressemble sur le réservoir. Une fois que c'est posé dessus, il prend bien le galbe du résé. On voit bien, il a bien suivi la courbe du réservoir, c'est génial. Et je vais vous montrer du coup comment c'est structurellement, vraiment de près. Là, on est un petit peu sur du lisse. Ici, c'est très granuleux. On a vraiment la matière, hein, le cuivre qui s'est mis parfaitement. À certains endroits, c'est lisse, d'autres, c'est plus chargé.
On a vraiment un réservoir qui est vivant en fait et qui va continuer à vivre. Donc je vais encore lui foutre de la patine dessus hein, parce qu'il va falloir que ça fasse comme si lui il était là depuis longtemps. Donc je vais encore bien le blinder de patine et puis on va voir le résultat à la fin. J'ai reçu encore, là c'est le dernier carton, c'est les dernières pièces, promis, après il n'y en a plus. On a reçu de la belle petite pièce, des poignées noires brillantes pour remplacer les poignées en caoutchouc moches qu'il y a dessus d'origine. Et là c'est des poignées qui sont fabriquées au Japon, hein. Tout est en japonais derrière. Et en fait c'est les seuls à faire des poignées comme ça, de cette qualité-là. Vraiment dans un plastique très brillant, et là on a un super grip en main. C'est du 1 pouce, on n'est pas sur du 22 mm comme sur la plupart des bécanes. Là on est sur de la belle grosse poignée 1 pouce, d'ailleurs ça se ressent hein, quand tu l'as en main la bécane entre les leviers d'embrayage et tout, tu sens que c'est bien plus gros qu'habituellement. Et on a une belle paire de rétroviseurs Moto Gadget. Là on est sur 130 € le rétroviseur, et je vais vous expliquer pourquoi on est aussi cher. C'est pas du neuf ça. Il y a un mec avec ses grosses pogneuses sales, et puis en plus c'est déjà découpé. Ah bravo! Je vais vous montrer pourquoi ça vaut aussi cher. C'est que là on est sur des rétroviseurs made in Allemagne déjà, et regardez la finesse du rétro. En fait on n'est pas sur un verre, c'est des rétroviseurs qui sont incassables. On est sur de l'aluminium qui a été poli, mais vraiment un polissage que seul Moto Gadget sait faire. On est sur un miroir, hein, ni plus ni moins, vraiment on a un reflet qui est juste parfait, mais c'est fait à la polisseuse. On est sur de l'aluminium qui a été poli. Ils appellent ça cut je sais plus quoi. Non, pas sur cela. Si, non, cela non. Bref, ça sera bien plus léger visuellement que les rétroviseurs d'origine. Là, on est tout en aluminium taillé dans la masse. C'est super beau. Ça coûte cher. Mais bon, on va faire un minimum sur cette moto, non? Ah, moi, ça, comme c'est beau, dit. Allez, on va s'installer ça. On va déjà dégager ceux d'origine. Bon, ceux d'origine, on n'est pas sur les plus moches, mais on n'est pas sur ce qui est de joli, quoi. On est sur un truc très bombé, très gros, avec un bord de miroir qui est pas très joli non plus. Mais on est sur une tige en acier. Voilà, c'est déjà pas mal. Elle va venir s'installer facilement ici. Là, c'est bien, c'est qu'il est vraiment réglable de partout. Alors, c'est livré avec 3 vis différentes pour des filetages différents. Bon, c'est pas celui-là, c'est celui-là. C'est bien, il y a 3 vis pour 3 pas de vis différents. En termes de diamètre, on est toujours sur du 10 la plupart du temps, sauf cas exceptionnel, sur du 8 mm. Mais sur la plupart des rétroviseurs, on est sur du 10. Alors, le bras, on va le mettre bas comme ça, je vais déjà le verrouiller comme ça. Et en termes de vis, hop, ça, tout simplement ici. C'est quand même plus joli en noir brillant, vu que je passe pas mal de pièces en noir brillant. Et bien là, on a un truc qui rend parfaitement bien. Parallèle au reste, hop, ça bougera plus. Et le pivot ici, on va se le mettre comme ça. Voilà. Donc il y a 2 possibilités, c'est soit on garde le rétroviseur sur l'intérieur comme ça, mais je pense pas qu'on y voit grand chose, soit on le fait sortir comme ça, et ça va être bien plus joli comme ça. Hop, et voilà le travail. Bon, et mauvaise nouvelle pour les poignées. Je voulais les changer, j'avais pas fait gaffe en fait. C'est une sorte de monobloc, la poignée d'accélérateur. Ce qui veut dire qu'en fait, au bout de la poignée, à l'intérieur, il y a une sorte d'embout qui rentre dans le guidon et du coup qui permet, c'est un capteur d'accélérateur. Il n'y a pas de câble en fait. C'est un capteur qui vous donne l'accélération à l'intérieur. Donc il y a un ressort après qui renvoie l'accélérateur. Mais j'ai appelé Indian à Lyon directement, j'ai eu Damien et il a vu avec l'atelier qui lui ont dit non, il faut des poignées spécifiques. Donc en fait on le voit, si je mets la poignée, hop, si je fous la poignée au bout, là où elle doit être, on voit en fait ça dépasse. Et à mon avis c'est là qu'est le capteur, ici. On sent c'est un petit peu plus dur là. Tant pis, on ne changera pas les poignées parce qu'il va falloir trouver des poignées spécifiques Tire and Wire, ça s'appelle. Et on n'a pas le temps d'acheter des pièces et de les attendre encore. Il faut que la bécane soit terminée là, aujourd'hui. Au pire des cas, ça sera, là on est vendredi, ça sera lundi où je terminerai de poser le réservoir dessus et installer tout ça. Bah non, parce qu'il y a encore la selle. J'attends la selle, ça va être la dernière pièce qui va s'installer dessus. Mais bon, ça va rester comme ça. C'est pas non plus dégueulasse, mais j'aime bien changer les poignées sur une moto. Surtout là, ça aurait été sympa en noir brillant. Tant pis, c'est pas grave. Allez, c'est le moment tant attendu du montage du réservoir sur la moto. Prépare les petites vis, les grosses. Hop. Je suis vraiment content du résultat. Ça va vraiment être top à mon avis. Je vais
branché tout ce qu'il y a à brancher. Donc ça va. Ou la prise. Toujours un moment chiant, tu peux pas te dire, allez, j'arrive, je pose le réservoir et puis je me recule et je regarde. Il faut se faire chier à brancher toutes les merdes en dessous avec une main. Lui, il est branché. Et le robinet, hop. Et là, j'ai le reniflard un peu trop plein qui va venir là. Ah, c'est bon, il est dedans. Il va venir comme ça. Là, il est enfiché dedans. Je vais prendre du recul et regarder. Putain, tu vois que ça. Je pense qu'il va falloir que je fasse quelques petites retouches de noir sur peut-être le blason. Parce que j'ai l'impression qu'il est un peu... il se dissipe trop. Il va falloir que je fasse des touches. Peut-être des touches de feuilles d'or. Tiens, ça pourrait être sympa sur le réservoir. Je sais pas ce que vous en pensez. Petite touche de feuilles d'or ou d'argent sur le blaze. Comme ça, vu que l'argent et l'or ne s'oxydent pas, ça serait logique d'avoir ça là-dessus. Ça se sera pas oxydé avec le temps. Et je peux le faire en petite feuille d'or. On va faire ça. Je pense qu'on va le faire en feuille d'argent pour que le Indian Motorcycle 1901 ressorte visuellement. Parce que là, du coup, on est ton sur ton. On le voit pas en fait. On le voit que quand on a les yeux collés dessus. Et ça rend pas comme j'ai envie que ça rende. C'est marrant, quand tu es devant le réservoir, tu trouves ça magnifique, et dès que c'est posé sur la moto, bah, il manque quelque chose. Mais là, putain, il manque plus que la selle, et puis ça va être monstrueux. Je vais fixer la bande au centre. Cela aussi, ça va faire sympa, parce qu'on va avoir une bande noire brillante qu'on va mettre sur le centre. Donc ça va bien coller. Hop là. Câble passe dessous. Et ouais, sympa. Sympa, sympa. Avec les vis rouillées. Je les ai laissées exprès dessus, hein, les vis, pour qu'elles puissent... s'oxyder comme le réservoir. Elles sont comme ça et du coup elles vont sur la bande centrale. Donc on a le rappel du réservoir sur les vis de la bande centrale. C'est sympa, j'aime bien le rendu visuel que ça donne. Tac et tac, notre antenne GPS est en place et on n'a plus qu'à visser le réservoir. Il y a un autre truc que je vais mettre, c'est le bouchon avec le bouchon Wonderkid, le petit bouchon Wonderkid tout beau en aluminium. En fait, c'est le bouchon d'origine, c'est un cache en aluminium taillé masse qui vient sur le bouchon. Ça vient parfait, parce que là, si ça avait été chromé, dégueulasse, même pas la peine. Et là, on a un joli bouchon noir avec la petite bande noire qui va bien. Ah ouais, ah, ça tue. Ça tue. Ah, je suis content. Bon, après avoir tourné autour avec Thibaut, on le voyait quand même plus foncé le réservoir. On aurait aimé que le vert soit plus foncé, plus présent, avec des petites touches de cuivre par-ci par-là. C'est bien le cas. Si je passe un vernis, comme je disais, en fait, ça va tout foncer et on va trop voir le cuivre et on verra beaucoup moins le vert. En tout cas, on n'aura pas le même vert. Donc, je pense que je vais passer une cire. J'ai fait un petit test ici et déjà, la cire va protéger le réservoir. C'est une cire spécifique. Je vais vous la montrer pour ceux qui veulent faire la même chose chez eux, qui veulent avoir le même rendu. C'est du Annie Sloan, en fait. J'ai l'avantage d'avoir une daronne qui bosse dans la customisation, mais pas la customisation de moto, la customisation de meubles. Donc elle a énormément de produits. Et elle m'a dit de tester avec cette cire. C'est une cire en fait qui vient protéger tout ce qui est peinture à la craie, etc. Et là on est quasiment sur la même chose, quasiment le même rendu qu'une peinture à la craie. Et du coup en passant ça, c'est une cire qui va durcir et qui va entièrement protéger. Donc c'est pas comme un vernis, c'est vraiment une cire qu'on vient poser au pinceau. Et on va voir du coup ce que ça donne. Je vais passer ça, et je vais pas en mettre de trop. On va y aller doucement au début. On voit, on vient foncer, ça vient bien foncer. Et vu que c'est une cire ça se chauffe. Donc une fois qu'on l'a passé, ouais, c'est cool. Une fois que tu as passé ta cire, tu prends un chiffon, tu viens frotter comme ça pour uniformiser ta cire. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, on a encore des nouvelles textures qui apparaissent. On va gagner en profondeur dans le dessin, dans l'effet. Ah, c'est cool. Ouais, je vais continuer comme ça. Pas en mettre sur le logo, parce que si sur le logo, sur l'insigne Indian, je viens faire de la feuille d'or, ça va pas faire top. Ça va pas coller correctement après. Ouais, on a vraiment le rendu compensé là, du coup. Ça rend bien. Ouais, on a le avant-après avec le droite et gauche. Ouais, c'est plus... Il y a plus de marron, il y a plus de texture, il y a du vert, du jaune, il y a un peu de tout. Nickel, c'est mieux comme ça. Bon, après avoir passé la cire sur le réservoir, bah, le rendu est super génial. Je suis super content. J'ai fait le plein d'essence et on va démarrer la bécane pour la première fois. Je suis en compagnie de Sharaf, il est là avec moi. Mon ami, mon amant, allez, je vais la démarrer. J'ai aucune idée du son qu'elle va faire. Je m'attends à du lourd, ça va péter les oreilles. Ah, je le sens aussi, ça va être n'importe quoi. Ça va être inroulable. Et ils vendaient des DB Killer, mais à 650 balles la paire. Ouais. Qui met 650 balles pour pas faire de bruit? Allez, c'est parti, j'y vais. 3, 2, 1, on y va. Ah non, attends, j'ai pas les clés, il me demande le mot de passe du coup. Attends, mais j'ai pas besoin de mettre un mot de passe. C'est ma moto tout de même. Voilà, hop. Ah, ça marche bien. C'est normal, c'est la pompe à essence qui doit être dégorgée. C'est un peu violent quand même. En même temps, tu es en échappement libre sur un 1900. J'ai envie de te dire,
Un peu normal, quoi. Putain. Après, elle est en cold start aussi, elle était haut dans les tours, elle était à 1000 tours. T'imagines? Normalement, il y a 200 tours de moins. Oh la vache. Ah mais là, t'as le son que ça doit produire. Ça doit faire ce son-là, une bécane comme ça. Putain, il y a tout qui est tombé, là. Ah mais c'est ça qui a fait le bruit. Je me demandais pourquoi ça avait fait un bruit de métal. Ça a tellement soufflé dessus que ça l'a fait tomber par terre. Eh ben, je la fais pas chauffer longtemps, parce que du coup, il faut que ça monte tout en température progressivement. Là. On doit être sur un traitement céramique, je pense, sur la peinture. Eh ben, mes cadets, ça pète. On est dimanche, et comme tous les dimanches, j'ai bossé sur la bécane. J'ai Gaëtan qui est passé à l'atelier hier et il m'a dit, Gaëtan c'est le sellier, il me dit je t'apporte ta selle, parce que je pouvais pas bouger mon cul le samedi. Donc gentiment il me dit je t'apporte la selle, comme ça tu seras pas dans la galère, tu perds pas de temps quoi. Donc super gentil. C'est un mec qui est rarement vu des gars comme ça, super sympa, super avenant et il t'aide bien quoi. Donc il m'a emmené la selle. Je vais vous montrer ça parce qu'il a fait un taf de fou dessus. D'abord je vous montre la selle et puis après je vous dis pourquoi je suis là un dimanche. Voilà. Hop, je vais me mettre du côté où il y a la lumière. Voilà la selle posée. C'est magnifique. Il a fait un taf de fou. On a deux matières, encore une fois. Une matière un peu typée peau de pêche, mat, avec une matière un petit peu plus satinée mais grainée, avec un dessin en losange qui remonte jusqu'ici. C'est super sympa. Le rendu est vraiment bien. Il a repris un peu le design d'origine. On voit là le petit patch aussi pour pas que ça s'abîme avec le réservoir. C'est super beau. Et puis la broderie, le logo FM qui est brodé sur le réservoir. C'est dimanche, hein, c'est dimanche matin, il est 9h. Qui est brodé sur la selle, sur le dossier. C'est super beau. On est parti du coup sur un fil noir hein, pour que ce soit plus passe-partout. Et il a rajouté une petite sangle derrière qui n'a pas forcément d'utilité. Enfin, après, vous en voyez l'utilité que vous voulez. Mais c'était pour casser le côté un petit peu gros qu'on pouvait avoir. Donc là, sur l'ensemble, voilà ce que ça donne. Mais ce con-là, il me dit « Putain, c'est génial, gros, ce que t'as fait sur le réservoir, c'est une pépite et tout. Il est magnifique, ça rentre trop bien. Mais il n'y en a pas assez. » Donc vous commencez à comprendre pourquoi je suis là un dimanche matin. C'est parce qu'il n'y en a pas assez. Et on a regardé un petit peu la bécane dans son ensemble. C'est vrai qu'une fois que t'es posé sur le canapé, là, tu te poses comme ça, tu regardes la brelle, et tu te dis effectivement, bah il n'y en a pas assez. On est tout en noir partout, il y a du noir mat, du noir brillant. La selle est noire, donc ça a rajouté un élément noir que j'avais pas au début sur la bécane. Et il m'a dit, gros, faut que t'en mettes plus, parce que là, tu restes sur ta faim, t'as que le réservoir qui est là, c'est cool, mais t'as l'impression qu'on l'a pris, on l'a emmené là, et puis quelque part, il a rien à faire sur la moto, quoi. Ou alors tu peux le changer avec un autre truc, et puis t'auras changé un accessoire, et puis voilà. Et c'est vrai que ça manque d'identité, finalement, sur cette brelle. T'as le réservoir, c'est cool, il est là, il est beau. Mais les garde-boue, ils sont fadasses, ils sont noir mat tout fade. T'as le garde-boue avant, noir mat, ouais. Garde-boue arrière qui est quand même assez mastoc, même s'il va y avoir les valises, on le voit quand même bien. D'ailleurs, on voit très peu les feux arrière. Et bah finalement, je vais m'attaquer à faire les garde-boue. Donc garde-boue arrière, garde-boue avant, en patine comme le réservoir, et là on aura une identité visuelle complète. Ça sera pas juste une identité de réservoir où on se dit ouais bon finalement tu changes de réservoir et puis c'est une moto comme une autre quoi. Et c'est vrai. Donc là, si j'attaque les garde-boue, bon, on pourra dire on a un ensemble complet. Et effectivement, ce sera plus joli. En tout cas, je pense. Genre, je suis même sûr, pour avoir discuté avec lui. Mais en fait, il faut toujours un regard extérieur. Il l'a peut-être remarqué, il me l'a pas fait remarquer, parce qu'il sait le temps que j'ai passé là-dessus. Et il s'est dit, si je lui dis qu'il faut qu'il fasse les garde-boue, il va râler, il va dire, je vais pas encore passer 5 jours dessus. Parce que là, ça va être le cas, hein. Ça va être plus ou moins entre 3 et 5 jours de taf en fonction de comment va réagir le produit, etc. Parce que le problème, c'est qu'il faut que ce soit fait comme le réservoir. Il faut que ça ait la même gueule que le réservoir. Donc voilà, là je m'attaque à ça. Je pense pas que je vais vous filmer tout le process. Je vous ai filmé le process sur le réservoir, c'était déjà bien. Sinon la vidéo, là déjà, elle va durer très longtemps, je pense. Mais si je vous filme en plus le process sur les garde-boue, ça va être long. Donc au pire, je vais vous filmer des intermédiaires, mais je vais pas vous filmer tout ça, comme ça en même temps, ça me permettra à moi de pas perdre non plus de temps. Parce que là, on est dimanche, je sais même pas le combien juillet. On n'est pas loin du concours, du lancement. On est le dimanche 6 juillet. Vous voyez ? Et le concours, normalement, il commence dans peu de temps, dans une semaine et demie. Et la moto est pas terminée, du coup. On se retrouve tout de suite après pour vous. Et pour moi, bah, ça sera dans 3-4 jours. Ou 5. En fonction de comment tout se passe. Bon, et bien ça y est,
c'est monté. Je les ai terminés. Donc voilà le résultat. Une fois monté sur la bécane, je suis super content. Le rendu est génial. On a vraiment l'aspect exactement comme le réservoir. On a du grain, on a un toucher qui est dingue. On a vraiment cette couleur verte qu'on retrouve parfaitement sur le réservoir. Et donc pareil sur le garde-boue avant. Là je suis super content parce que du coup ça uniformise tout. Là on est vraiment sur un custom. Parce qu'on a un ensemble complet, comme un kit qui aurait pu être monté, un kit de déco qui aurait pu être monté dessus. Donc là on a un rendu qui est top. Et puis après on a les valises qui vont venir derrière, qui vont cacher ce débattement énorme entre la roue et le garde-boue. Bon là c'est grand parce que la moto elle est levée, hein, elle n'est pas en appui. C'est pour ça qu'on a cet effet qui est immense. Limite on pourrait y passer une autre roue dans le débattement tellement c'est grand. Mais ça va être génial une fois fini. Et là je suis en train de bosser sur le pare-brise. Parce que le pare-brise, comme je disais au début, était trop long. J'aime pas trop. Donc je pense que là je vais attaquer ici. Je vais faire une entaille comme ça. C'est la forme du phare en fait. Parce que je veux pas couper le pare-brise à ce niveau-là. Et je veux le couper à ce niveau-là pour pouvoir descendre le pare-brise dans la bulle. Et pas avoir un truc complètement irréversible. Là en fait si je tape une découpe ici, je vais repercer les trous un petit peu plus haut. Donc les trous qu'il y a partout, je vais les repercer après. Donc ça c'est pas bien méchant, ça se fait facilement. On est sur du plexi, hein. En plus c'est pas du plexi cassant, donc ça devrait le faire. Et on garde une parfaite ligne avec cet arrondi ici que je voulais pas attaquer ici, parce que si j'attaquais là, admettons je le coupais à ce niveau-là, et que je me pinais, que je le fendais ou quoi que ce soit, bah c'était complètement mort. Tandis que là, si je fais une découpe et que je me pine un peu, déjà ça se verra pas. Et c'est surtout que c'est rattrapable. Je vais pouvoir relisser un petit peu, rattraper sans que ça se voit, parce qu'on a cette épaisseur là qui est cachée par la bulle directement. Donc voilà, là je vais tracer, je vais découper, je vais positionner, et puis on va voir ce que ça donne. Je positionne ça là-dedans, entre le support. Hop. Ce qui est bien, c'est que je vais aussi pouvoir jouer sur l'inclinaison de la bulle. Quand je l'aurai descendu, je pourrais incliner un tout petit peu plus pour donner un effet un peu plus de vitesse, un effet un peu plus élancé. Parce que c'est que ça va dépasser après sur le bord là, donc je suis pas forcément très fan de l'idée, mais ça a cogité. Donc voilà, là c'est là où je peux descendre le plus bas. Donc en gros, de base on est à cette hauteur et là on peut descendre comme ça, donc quasiment rien de plus. Moi ce que je veux c'est descendre pas mal. Et en descendant pas mal, en fait, le problème c'est que là on a le phare, en fait, hein, on a l'optique de phare qui m'empêche de descendre. Donc il va falloir, hop, que je tape une entaille, que j'agrandisse l'entaille pour ça. Donc je vais faire mes repères, je vais les tracer. Mon premier repère, parce que si c'est ça, je peux descendre ça. Ok, on fait tout simplement ici. Je vais prendre mes mesures et on va découper ça. Alors on se retrouve ici sur mon établi d'impression 3D, de modélisme, tout ce que vous voulez. C'est pour ça qu'il y a des statuettes ici, parce que je vais utiliser cette Dremel qui est sur ce poste de travail avec un disque en acier pour pouvoir couper ça très finement, très proprement, sans faire de gros dégâts. Je vais faire un premier essai. C'est quand même très profond, très épais, donc c'est dur d'aller profond. C'est toujours compliqué quand on a un arrondi. Hop, voilà, c'est coupé. Et maintenant, eh bien, on va aller voir sur la bécane ce que ça donne visuellement. Putain, je l'ai coupé, lui. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Je pense qu'il va peut-être falloir que je rattaque encore un peu au niveau du phare. J'ai fait une coupe droite. On est quand même bien descendu, hein. Ouais, on a quand même une forme bien plus basse. Alors, pour que vous puissiez vous rendre compte, en fait, hein, de la hauteur de bulle d'origine et comme je l'ai modifié, là, on est sur la hauteur d'origine, ici, hein. Je pense qu'on y voit bien. Hop, la bulle, elle est à ce niveau-là. Donc au-dessus des pontées, au-dessus de tout ça. Et là où moi je viens la positionner, eh bien on est exactement comme ça. Donc à ce niveau-là. Ce qui nous permet d'avoir en fait une bulle légèrement au-dessus des pontées, mais pas trop. Là on va avoir vraiment une position bien plus basse, bien plus racée. Je pense qu'on pourrait encore aller chercher plus bas, un tout petit peu. Si je me mets comme ça, hop... Parce que là, du coup, il faut lui tirer sur la gueule, il faut que j'aille le percer. Comme ça, tac. Ça peut aussi aller le chercher comme ça. Là, on est pas mal, hein. Là, on est à hauteur de pontée. Là, on est bien, je trouve. Là, c'est chouette. Je vais poncer la découpe que j'ai fait pour que ce soit bien propre. Je vais percer pour pouvoir la fixer. Et puis, je vous montre le résultat une fois que c'est tout terminé, une fois posé, une fois fixé, etc. Bon, les gars, c'est réunion de crise. Gros merdier, là, sur l'Indian. Je viens d'avoir... non, il y a 6 jours, j'ai eu Indian au téléphone.
au sujet des valises qu'on devait mettre à l'arrière, c'est les valises rigides du modèle RT. Et je les appelle parce qu'ils devaient nous expédier le 10 juillet. Donc 10 juillet, j'appelle pour savoir si oui ou non c'est parti. Et il me dit, ah mais merde, grosse chiasse, on va pas les avoir avant septembre. Donc effectivement, grosse chiasse. La bécane, je devais la terminer le 12 juillet. Et donc le 10 juillet, on m'annonce qu'il n'y a pas, donc il faut trouver une solution. Donc je remue tout internet, pas trouver de valise, forcément, ça se trouve nulle part. En fait, elles sont jamais réellement sorties, ces valises-là, parce qu'il n'y a aucun modèle, aucun coloris de dispo, il n'y a jamais eu. Jamais eu ces valises, donc c'est un peu les licornes, on va dire, du milieu. Et j'ai donc cherché de partout, et puis avec Thibaut, on s'est dit, bah, pourquoi ne pas mettre des valises rigides, souples, pardon, pas rigides, souples. Je suis un peu fatigué là. Et on a cherché un petit peu partout, on a trouvé une paire de valises en tissu souple. C'est des Craft Ride et on est sur une paire à 400 € là. Petite valise sympa. Bon là elle est plate hein, parce que je viens juste de la recevoir donc il faut qu'on fasse des tests. J'ai posé dessus, je suis pas forcément satisfait du coloris, de l'ensemble. J'aime bien le coloris de la valise, mais sur la moto, ça rend pas forcément très bien. On est sur un kaki, il n'y a rien de kaki. Bon, on est quand même sur une teinte de vert, hein, mais pas du tout le même. C'est pas la même chose. Donc du coup, je me suis dit, quitte à faire, à mettre des valises rigides, tant qu'à faire, autant essayer de les teinter, rendre un peu plus foncé, un petit peu plus passe-partout. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un essai sur une, juste avant, et j'ai passé mon produit de teinte que j'avais déjà passé sur les sacoches de l'Indian Scout Bobber. Et puis moi ça me satisfait, j'aime bien le rendu que ça a. Donc je vais faire ça partout. Et puis on va monter ça sur la bécane, je vais vous montrer rapidement le montage. On va pas passer trop de temps dessus parce que la moto aurait déjà dû être terminée, donc il faut que je fasse vite. Et puis on se retrouve à la fin de la vidéo, une fois tout monté, avec le roulage. C'est parti. Bon, j'ai laissé mijoter les sacoches. On est le 17 juillet et je m'apprête maintenant à installer les sacoches sur la bécane, donc les voilà. Visuellement, ça a déjà bien changé, c'est bien plus foncé, c'est sympa, ça lui a donné une petite patine aussi. On a l'impression qu'elles sont plus vieilles. Je préfère en fait, c'est plus joli, c'est plus foncé, ça va mieux coller à la bécane. Donc maintenant, pour fixer tout ça, ce qui est bien, c'est que c'était livré avec des sangles comme ça. Il y a 2 sangles par sacoche. Donc je vais fixer les sangles sur la bécane. Et puis on va pouvoir installer ça beaucoup plus facilement. Alors, on voit même tout ce qui était brillant et tout, la teinte les a foncés comme ça. C'est sympa, ça va bien. Même au niveau des boucles, les boucles, ça les a... Alors ce qui est cool sur ces sacoches là, c'est le système de fixation. En fait, on a un clic ici. En fait, ça évite d'avoir à enlever ces sangles ceinture en fait. Hein. C'est toujours super chiant à passer. Donc ça, tu le laisses dedans. Ça reste fixé dessus, puis pour ouvrir, tu as juste à ouvrir ça, qui reste du coup là-dessus, hein, c'est tombé. Et après, tu as accès dedans. Je vous ai pas montré l'intérieur, je vous le montre rapidement. L'intérieur est assez simple, il n'y a pas de compartiment ou quoi que ce soit. Il y a des compartiments ici, avec un système de verrouillage aimanté. Il y a des compartiments aussi sur le côté. Et ce qui est cool, c'est que c'est livré avec une housse imperméabilisante. Donc la housse, elle va dedans, tu la fous à l'intérieur. Et du coup, ça te permet de parfaitement étanchéifier ta sacoche. Voilà, ça fait comme ça. Après, tu as un scratch dedans. Tu as une sangle aussi. Enfin, c'est top. C'est vraiment bien, c'est bien pensé. C'est fait pour les baroudeurs. Et puis, si tu n'en veux pas, là, on va les mettre sur la bécane, hein, forcément, pour montrer qu'il y a tout ce qu'il faut. Mais quand t'en voudras plus, il suffira juste simplement de dévisser au niveau du garde-boue et tu auras accès à tout ça. Et tu pourras les enlever facilement. Est-ce que d'avoir percé comme ça, c'était une bonne idée? Alors, en fait, à la base, je voulais fixer les sangles sur le garde-boue comme j'avais fait sur l'Indian Scout à l'époque. Et après, attacher la sacoche directement dessus. Mais le problème, c'est que c'est des sacoches assez grosses, donc on peut mettre du poids dedans. Ce qui fait qu'avec les sangles, ça allait se détendre et les valises allaient en fait faire un V, comme ça allait faire dégueulasse. Là, l'avantage sur ces sacoches-là, c'est qu'on a un arrière qui est rigide et on a une plaque en fait dedans. Donc le plus simple, c'était de percer cette valise, mettre les vis du garde-boue par l'intérieur et fixer sur le garde-boue. Ce qui fait que les valises vont être vraiment rigides, elles ne bougeront pas, elles vont garder leur rigidité. Et même si tu fous du poids dedans, ça ne va pas plier la sacoche. Donc ce sera plus sympa, ça fitera mieux. Ça sera comme si c'était fait pour. Je perce l'autre trou et on se fixe ça sur la moto. Eh bien, ça y est, les valises sont montées sur la bécane.
Bon, c'était pas extrêmement simple à faire, mais ça s'est bien fait. L'avantage, c'est que c'est super rigide, tu peux y aller, ça bougera pas. Tu peux mettre du poids de chaque côté, il n'y a pas de souci. Et puis si t'en veux pas, eh ben, il suffit simplement d'ouvrir, tu as accès aux 2 vis, donc c'est les vis du garde-boue hein, que j'ai utilisé. Et puis t'enlèves les valises et voilà. Si tu en veux qu'une, si t'en veux aucune, voilà. C'est faisable, largement. Donc je suis bien content du rendu, finalement. C'est même certainement mieux qu'avec les valises rigides qu'on devait avoir via Indian directement. Et bah, ça donne un look en fait cohérent au reste de la bécane. Donc ça c'est chouette. Et sinon, eh bien, je suis allé l'essayer, cette moto. Je suis parti en essayage, c'était super sympa parce que franchement maintenant j'ai plus envie de la lâcher, j'ai envie de la garder pour moi. C'est la moto avec laquelle j'ai roulé et avec laquelle j'ai eu le plus de plaisir. C'est pas la moto avec laquelle j'ai eu le plus de sensations en termes de comportement sur route, etc. C'est pas ce qu'on lui demande, hein, ce type de bécane là. On lui demande en fait une sensation, une émotion. Et là, il y en a eu énormément, puisque maintenant, avec sa ligne d'échappement, on a vraiment la sensation d'avoir un 1900, j'allais dire sous nos couilles, mais c'est ça. Parce que clairement, c'est ça quand t'es assis là-dessus. Et ouais, c'est une moto qui fait du bruit, c'est une moto qui accélère fort. C'est un vrai tracteur d'ailleurs, parce que ça monte à 5000 tours minute maximum, donc limite comme un diesel, tu vois. Mais en fait, t'as pas l'impression, quand tu montes vraiment dans les tours, t'as l'impression que t'es à 9-10 000 tours sur une moto traditionnelle, parce que c'est du bicylindre, parce que c'est du gros, parce que ça fait du bruit quand t'es haut dans les tours. Donc du coup, ça tracte, c'est énorme. Enfin, vraiment, la sensation, elle est dingue sur cette moto. Et clairement, je crois que je m'en prendrai une pour moi, un de ces 4, parce que en fait, c'est ce que je recherche dans une moto finalement. J'ai conduit, j'ai piloté énormément de bécanes. J'avais encore jamais essayé un bicylindre en culbuté comme ça, qui parlait Davidson, etc. J'ai encore jamais roulé ça. Donc ça paraît étonnant, parce que je critique souvent les Harley, mais c'est une critique, on va dire, c'est la taquinerie, comme on peut avoir pour toutes les marques de bécanes, pour Ducati, etc. Mais là, voilà, c'est des sensations qu'on ressent pas sur d'autres motos. Et j'ai aimé. Donc ça se trouve, j'aimerais pas, dans 2-3 ans, j'aimerais plus ça, j'aimerais autre chose. Mais voilà. Passé 35 ans, et ben t'as envie en fait d'avoir ce type de bécane. C'est con à dire, mais c'est comme ça en tout cas pour moi. C'est vraiment cette sensation. Je vous mets quelques plans de roulage et puis la vidéo aussi qui a servi de lancement pour cette bécane, parce que là, au moment où la vidéo va sortir, normalement, eh ben, il n'y a plus de t-shirts, ou quasiment plus de t-shirts en fait. Le concours démarrait super vite, parce que là, au moment où je suis en train de vous parler, le concours a déjà démarré, il est déjà lancé. Donc voilà, c'est cool, je suis content. Allez, c'est parti. Tu dois récupérer le t-shirt pour French Moto. Fais ça rapidement et on pourra tous rentrer chez nous, siroter un bon cocktail. Un t-shirt dans ce trou à rats, t'as intérêt qu'il soit stylé. Fais-moi confiance, Kane. Ça va être un carton.
Attention, les indicateurs montrent qu'il y a une forme de vie à l'intérieur. Sois prudent, on ne connaît pas du tout cet endroit. Ouais. Les indicateurs vitaux montrent que tu as moins de 100 mètres. Fais très attention. Ah, parfait ça. Il va pouvoir m'aider à mettre mon t-shirt. Haha, très drôle, Kane. Ta mère a accouché ou chié par erreur? J'ai du mal à deviner. Ah, je crois que j'ai vénère les troncs ambulants. Bordel, t'attends quoi? Colle-lui une balle, Kane. Hasta la vista, bye bye. Eh ben, t'as pas perdu de ta précision à ce que je vois. J'espère que ces deux enfoirés de frangins vont être satisfaits de ce t-shirt.